Au lieu de se dire, bon, lui, il y a un truc qu'il a pas compris, il va falloir l'aider. Non, ça veut dire qu'on t'apprenait à faire correctement, à être juste. Et quand tu montes une boîte, c'est l'inverse, si tu veux. Et maintenant, je me rends compte que non seulement, bon, ça m'a servi à rien, mais ça m'a même desservi, c'est-à-dire que je suis encore en train, au jour d'aujourd'hui, de désapprendre. Moi, je sais que je suis arrivé, il y a le Covid, donc mon plan de me faire plein d'amis, un réseau social, s'est tombé à l'eau. Donc c'est la première fois que j'ai fait ça. Et du coup, quand je suis arrivé en Suède, j'avais fait ce travail-là, ça va beaucoup plus vite parce que t'as pas tout le bagage. Toi, t'arrives comme cette nouvelle personne, le nouveau David, qui a 20 ans maintenant. Et du coup, les gens te voient comme ce gars beaucoup plus social et tout. Et voilà. Et du coup, ça se nourrit de lui-même, tu vois. En 2017, donc les 2 dernières années, j'ai monté une association qui utilisait les jeux de société en fait pour aider les gens à se faire des amis. Okay. Et ça a été l'occasion pour moi, c'était un tournant parce que déjà j'ai mis en pratique mes compétences en leadership parce que j'ai monté tout le truc. Il survit encore aujourd'hui. J'ai réussi à non seulement à le créer, mais en plus à transitionner. Donc il y a des gens qui La société adore les spécialistes. Et en plus au Japon, on est à un niveau. Ils adorent le gars qui fait toute sa vie le washi. C'était la première fois que j'étais dans une zone, c'est ce qui se rapproche le plus d'une zone de guerre en fait. C'était pas une guerre ouverte, mais en termes de tension, en termes de militaire et tout, c'était quelque chose. Le adaptateur, c'est le gars qui arrive après la traduction et qui ajuste en fait le texte pour que ça rentre, pour qu'il y ait les respirations, pour que les mots soient à peu près de la forme des lèvres. Si tu veux, c'est un sacré métier quoi. Ouais, c'est pas grave, ça fait partie un peu. C'est l'ambiance, ouais. Si les gens ils se sont dit, ouais, mais ils sont vraiment au Japon. C'est ça. Il suffit d'écouter un petit peu les bruits de fond. Faudrait le mettre alors. Découpe de Nishinomi. Ouais, non, parce que le seul inconvénient que j'ai ici, c'est qu'ils ont un chantier juste à côté. Oh punaise, ouais. Alors, ça c'est typique. Ça. Et de temps en temps, ça hurle. Ils ont des trucs qui tombent, bam. Non, puis ils ont une technique un peu spéciale du camion qui arrive pour décharger. Ouais. Puis ils disent, c'est assez spécial. C'est particulier. Puis t'as tout. Ouais, exactement. T'as un petit braille derrière. Voilà, t'as tout compris. T'as tout compris comment ça marche. Ouais, j'ai les mêmes. Quoi. Enfin. Bon, on est déjà un peu rentré dans l'épisode, mais en tout cas, merci d'être venu. Je me réjouis de discuter un petit peu de tout ça d'un spécialiste de la voix, enfin du son. J'essaie. Et je fais illusion. Tu m'expliqueras un petit peu tout ça. Moi, l'idée, c'était de le faire en 2 parties. Ouais. Comme je te disais, en off, l'idée, c'est d'avoir une partie un peu expliquer d'où tu viens. Ouais. Un peu ton parcours, qu'est-ce qui s'est passé, t'as fait des années, t'as déjà été expatrié en Suède. Tout à fait. Et puis bien sûr tout ce qui concerne le doublage, la voix, et comment se passent tes journées et ton travail. Et puis une deuxième partie sur une nouvelle aventure que t'as démarrée il y a peu. Où tu conseilles des gens à la création d'entreprises. Au Japon. Ouais. Enfin, au Japon. Ouais. Et tu nous expliqueras un petit peu plus en détail comment ça fonctionnera. Et du coup, je mettrai un petit chapitre sur YouTube pour que les gens puissent... Comme ça, on peut diviser. Voilà. Après, on va voir comment ça se goupille parce que c'est un peu lié aussi, puisque c'est ce business-là que j'ai transféré, la voix off que j'ai transférée au Japon. Mais on peut effectivement parler vraiment du métier de voix off, traducteur ou autre, c'est ce que je fais, et ensuite parler plutôt du processus pour voir une boîte au Japon. Exact. Donc voilà, ça te va comme programme? Super. Donc, qui est David? Si tu veux présenter déjà le mystère. En quelques mots. Alors, ouais, bien sûr. Donc, David Guéperet, donc je suis né à Annecy, en France, et j'ai vu que tu avais une invitée, Joséphine. J'ai regardé son podcast juste hier. Ok. Préparation, tu vois, et qui... Alors, j'ai pas compris si elle était née à Annecy ou si elle... En tout cas, elle y a vécu, ça c'est sûr. Ouais, elle a vécu, mais après, je me souviens plus non plus. Parce qu'elle parlait du Havre aussi, donc bref. Donc non, moi je suis né, j'ai grandi à Annecy jusqu'à mes 20 ans, en plus de famille très très locale, c'est peut-être un truc dont on rediscutera pour la partie culturelle, parce qu'ils ont retracé, je crois, ma famille maternelle jusqu'aux années 1600, je crois, dans la région, plutôt dans la vallée, et puis la famille de mon père dans les montagnes, si tu veux. Puisqu'à Annecy, c'est très similaire à la Suisse, c'est les mêmes paysages.
C'est à même pas une Moins demi-heure que ça, ouais. moins d'une demi-heure de Genève. Ouais, moi je vais toujours à l'aéroport de Genève quand je rentre pour aller voir mes parents parce que c'est beaucoup plus simple. Donc on fait le même trajet. Ouais, non mais voilà, il est bien pratique, il est à côté. C'est vrai. Et puis c'est vrai que je me souviens quand j'étais à l'université justement en Suède où il y avait ces, comment tu dis, tu sais, ces fairs là, ces salons un peu multiculturels. Et donc tu avais le salon français, puis tu avais le salon suisse. Et en fait, moi, quand je me promenais, je connectais vachement plus avec le salon suisse parce qu'il y avait la fondue, parce qu'il y avait les montagnes, parce qu'il y avait les lacs et tout. La France, bon oui, mais ils vont te montrer Paris, ils vont te montrer éventuellement même la mer, la Méditerranée, c'est très varié comme paysage. Mais Annecy spécifiquement, c'est comme la Suisse, quoi. C'est pareil, les grandes montagnes avec le lac au milieu. Le lac, ouais. C'est les mêmes paysages que tu trouves à Lucerne et tout. C'est vrai. Lucerne, tout ça. Bon, puis la ville, elle a un charme particulier, même si ça ressemble beaucoup à la Suisse. J'adore Annecy, la ville est magnifique, avec son canal, Ouais, ses maisons anciennes, c'est vraiment le lac. Non, et plus quand j'y rentre pour Noël, parce que mes parents habitent en fait encore là-bas, dans la maison en plus où j'ai grandi, tu vois, donc mes frangines. Alors, j'ai deux sœurs, une qui habite à Zurich, donc tu vois, et l'autre qui habite en Belgique, donc plus personne habite en France, si tu veux, mais on rentre à Annecy pour voir mes parents. Et c'est vrai que c'est plus sympa sans doute de rentrer là que de rentrer dans, je sais pas, la banlieue d'une grande ville ou avec tous les bâtiments moches. Donc c'est agréable. Mais c'est vrai que c'est donc deux vieilles familles de cette zone-là et c'est intéressant parce que nous donc moi et mes frangines on est partis. Mon père est né à l'étranger, il était né en Afrique parce que son père, donc mon grand-père, était dans l'armée, donc c'était cette époque-là après l'après-guerre. Bref, donc mon père a beaucoup bougé dans son enfance et puis ensuite il a décidé de revenir à Annecy en fait où il y avait sa famille du côté de son père justement. Et ils se sont posés avec ma mère. Si tu veux, alors lui a continué à beaucoup bouger, mais ils étaient très stables. Et nous, contrairement à eux, du moment où on a eu la vingtaine ou un peu plus pour mes frangines, hop, on est parti à l'étranger. Donc voilà. Donc à 20 ans, je suis parti en Suède. D'abord pour étudier. Donc j'ai fait 2 ans de DUT en France. L'IUT, c'est une formation un peu technique sur 2 ans. Et la 3e année pour la licence, je l'ai fait en Suède, donc à Gävle, qui est à 2 heures de Stockholm, 2 heures dans Stockholm. Et puis après, je suis parti en master pendant 2 ans à Jönköping, qui est un peu plus au sud, près d'un grand lac. Et ensuite, donc j'ai décidé de rester en Suède. À l'époque, j'étais avec une Chinoise et on s'est dit, on n'a pas envie ni d'aller en France ni d'aller en Chine. Donc la Suède, c'est bien, c'est la zone neutre, tu vois. Ok. Ouais, non, moi, enfin bon, on en reparlera peut-être, mais j'ai pas vraiment d'attache avec la France. Donc oui, j'ai le passeport, si tu veux, mais comme je suis parti à 20 ans, et j'ai récupéré le passeport suédois d'ailleurs, puisque je suis resté après ça 10 ans au total en Suède, 10 ans et demi. Et pourquoi la Suède? Bon, tu disais que c'est avec ta copine chinoise, vous avez dit, mais ouais. Il y avait un attrait particulier. Alors voilà, parce qu'on s'est rencontrés à l'université en Suède, si tu veux. Et en fait, au lycée, il y avait eu un échange. Moi, j'étais dans une classe pour les gens qui étaient intéressés par l'anglais, qui se débrouillaient en anglais, si tu veux. Et en fait, ils nous avaient promis quand on était rentrés, que c'est sur 3 ans, c'est le lycée en France. Oui, vous allez partir à l'étranger une des 3 années. Puis là, on arrive en terminale, dernière année. Et on était toujours pas partis, donc je pense qu'ils ont un coup de panique en disant punaise, il faut faire quelque chose. Et ils nous sortent un beau jour, voilà, on va faire un voyage en Suède. Alors déjà en Suède, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? En plus, là maintenant les pays nordiques ont gagné un peu plus en popularité, ils ont fait des séries sur Netflix et tout. Mais là, faut que t'imagines, à l'époque, on était quoi? On était en 2007 si tu veux, ou 2008, un truc comme ça. Donc personne connaissait vraiment les pays nordiques, à part Ikea, quoi. Et en plus, non seulement ça, mais même pas Stockholm ou Malmö ou Göteborg qui sont les grosses villes, si tu veux, mais Hudiksvall qui est genre au milieu du pays, 3 heures de Stockholm, et il y a personne, quoi. C'est un petit village. C'est vrai. On s'est dit, ok. Alors, depuis, ça a un peu grossi, mais et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font, quoi. Et en fait, ce qui s'est pas, en plus, c'est une histoire qui est marrante parce qu'après on a rédigé un papier qui explique, je suis telle personne, j'aime ça, pour qu'ils essaient de faire un matching, tu vois. Et moi, ils m'ont sorti un gars qui voulait avoir une correspondante, pas un mec. Qui adorait le sport, alors que moi le sport voilà quoi, qui était végétarien et moi pas du tout. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait, c'est quoi ce délire? Et en fait il s'est trouvé que ce gars-là est devenu mon meilleur ami. Au jour d'aujourd'hui c'est la personne la plus proche de moi. J'étais à son mariage, tu vois, l'année dernière. Il avait même arrangé la date de son mariage pour coller avec mon retour du Japon, si tu vois. Purée. Et sa famille est devenue ma famille suédoise.
Et je vais, à chaque fois que je rentre en Europe, je vais en Suède et en France. Donc je vais voir mes parents en France et je vais en Suède à chaque fois. Et c'est des gens qui sont devenus extrêmement importants et Ok. proches. Mais c'était mal parti, quoi. Mais c'était quoi, un échange? C'était ouais, une sorte d'échange. C'est-à-dire qu'on est parti une dizaine de jours ou 2 semaines donc à Hudiksvall, là-bas en Suède. Et ensuite, lui, et enfin sa classe, en fait, est venu en France. Et on a passé un peu de temps à l'école. Ensuite, on a visité des trucs. Eux, ils ont fait pareil. Ils sont venus un peu dans notre lycée, visiter des trucs. Et c'était parce que eux apprenaient le français, si tu veux. Donc nous, on n'apprenait pas le suédois, on apprenait l'anglais. L'anglais. Puis bon, vu que les Nordiques parlent très bien anglais, si tu veux, donc c'était super. Donc c'était ça, c'était un échange, tu vois, anglais-français. Et en fait, ouais, nous, ça a vraiment, vraiment bien collé. Après, j'y suis retourné l'été, si tu veux. Et puis, on a commencé à essayer que lui, il vienne un coup, que moi, je vienne un coup, tu vois, une fois par an. Et puis, quand j'ai eu 20 ans, j'ai dit, bon, la France, j'en ai marre, j'en ai déjà marre, en fait, depuis un moment. Mais à 18 ans, juste après le lycée, je me sentais pas encore de partir. Et donc, j'ai fait les 2 ans d'IUT, qui étaient très bien, d'ailleurs. Et ensuite, j'ai dit, allez, maintenant, j'en ai marre, je me casse. Et donc, je suis parti là-bas, quoi. Et du coup, pardon, la troisième année, tu as pu switcher Voilà. Alors, pour la finir là-bas, c'est ça? C'était ça. Alors l'idée c'était ça. Et en fait, les programmes d'échange qu'il y avait avec mon IUT, donc les Erasmus et trucs comme ça, il y en avait un. Théoriquement, il y en avait un avec la Suède, mais quand on a commencé à creuser avec mon prof de langue à l'époque, très sympa. Quand on a commencé à creuser, ils nous ont dit ah oui mais non, c'était un programme dans une autre ville, c'était un truc business et tout. Ils voulaient que je recommence en première année. Je fais super le programme d'échange, tu vois. Ouais, bien calculé. Et moi là c'était hors de question parce que les études c'est toujours un truc qui m'a un peu gonflé, donc j'ai dit bon j'avance mais faut que ça avance. Et en fait après ils avaient ah oui ils voulaient m'envoyer en Norvège, ils voulaient m'envoyer en Finlande. Je fais non mais moi c'est en Suède que je veux aller, c'est quoi le délire? Et finalement en fait avec l'aide donc de mes amis suédois, on a trouvé une école et j'ai manuellement en fait j'ai fait l'équivalent. Je leur ai dit voilà ce que j'ai étudié en France. Est-ce que vous pouvez me faire rentrer en troisième année? Ils ont regardé, ils ont fait ouais c'est similaire si tu veux donc tu peux passer en troisième année. À peu près le même crédit, et puis c'est Ouais, bon. plus ou moins. Et donc du coup, je suis Ok. arrivé en troisième année, mais par contre, j'étais en dehors de de tout programme. Alors mon prof de langue, donc Paul Jones, formidable, a réussi quand même à me choper une bourse. Donc il a réussi à bidouiller un truc, mais dernière minute, en disant ouais, on te fait quand même passer là-dedans. Mais le programme, en fait, j'ai créé le programme Erasmus qui n'existait pas, quoi. Pour récupérer la Ok. bourse. C'était un truc de fou. Et donc troisième année, puis après, comme je te dis, donc 2 ans après. Donc ça, j'étudiais à l'époque la logistique et la gestion industrielle, donc tu vois, rien à Ah voir. voilà, j'allais te demander justement. Donc, Ouais. logistique. Logistique, donc la logistique plutôt, pas tant le transport, mais la gestion des matériaux, la gestion des stocks, tu vois, la Ok. gestion d'implémentation, donc focus industriel, Ok. management industriel. Material management, ils appellent ça en anglais. Et donc la troisième année, bah, c'était pareil, pas parce que ça me passionnait, mais parce que c'était le seul moyen d'être en Suède pour cette troisième année. Et puis après, j'en avais marre de ça, donc j'ai dit je vais plutôt m'orienter business. Et j'ai pris Jönköping parce qu'en fait, c'était l'université la plus internationale de Suède, en tout cas à l'époque. Ils avaient le plus d'accords, dont des accords avec le Japon. On va y venir, si tu veux. Et donc du coup, j'ai été pris dans un programme sur l'entrepreneuriat. Bon après, je vais pas être trop critique, mais l'entrepreneuriat vu par des académiciens, si tu veux, il y avait dans tout le programme, il y en avait un qui avait monté une boîte, quoi. Tu fais, mais c'était des spécialistes. Enfin bon, bref. Je vais pas m'attarder, on n'est pas là pour râler, si tu veux. Ok. Ouais. Mais voilà. Donc ça valait ce que ça valait. Par contre, bon, j'ai rencontré mon ex à l'époque. Il y avait ces programmes d'échange. Donc en deuxième année de master, moi, c'était un système de choix, tu vois. Oula, je pète tout. C'est un système de choix, c'est-à-dire que tu choisissais ta première destination, puis ça passait pas à la deuxième et la troisième. Et la première, j'ai mis le Japon. Je crois que c'était Ritsumeikan de tête à Kyoto. Deuxième, c'était la Corée, KDI. Et la troisième, c'était une école en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était un hasard. Enfin, tu voyais le Japon comme ça? Alors, en fait, si tu veux, non, pas tout à fait. Parce qu'en fait, j'étais... bon, tu dis toujours dans tes présentations, tu as les gens tu vois, qui arrivent au Japon par hasard, comme toi, puis les gens qui avaient un petit peu cette affinité. Moi, je suis un peu plus dans la deuxième catégorie. Je mettrai un bémol sur ça un peu plus tard. Mais disons que quand j'étais ado, si tu veux, une amie m'a présenté ça. Et le truc rigolo, c'est que c'était à travers son grand frère, si tu veux, et depuis, son grand frère, en fait, vient ici une fois ou 2 fois par an pour le boulot, donc du coup, je le vois, Ok. enfin, c'est un peu le cercle. Et en fait, lui avait découvert les mangas, et ça, on parle des années 90, on parle de l'arrivée de Ghost in the Shell, on parle de l'arrivée de tous ces bombes, si tu veux, qu'on fait Final Fantasy, tu vois. Et donc, du coup, moi, je me suis passionné pour ça. Après, je suis allé au-delà parce que j'ai pris des livres sur l'histoire. Donc, j'ai beaucoup appris sur les samouraïs, si tu veux. J'ai appris sur toute la période Edo, la période des Sengoku Jidai, tu sais,
les années 1600, l'unification du pays, tu vois. Enfin, bon. Donc je m'étais beaucoup renseigné là-dessus. Et puis en 2009, avec des amis, on avait mis de l'argent de côté, on bossait l'été et tout, et on a dit voyage au Japon pendant 2 semaines. Et ça, c'était l'époque où il n'y avait pas de Google Maps. Si tu veux, le téléphone ne marchait pas quand on est arrivé. Il n'y avait pas de booking.com et tout, donc on était passé par une agence. Ouais, non, donc c'était là. Et on parle de 2009, je dis pas de bêtises. Donc là, c'était, pour resituer, juste à la fin de c'est quand j'ai eu 20 ans et je venais de terminer l'IUT et j'allais partir en Suède. Okay. Et c'était vraiment cet été-là, c'était l'été de la transition. Tu vois, et là, bam, tu débarques au Japon. On a fait 2 avec semaines des potes. Voilà, donc on était juste 4. Première fois, tu parles aussi de comment, tu sais, on voyage, bon, souvent avec des amis ou alors avec sa famille. Et là, bon, c'était le premier voyage en Asie, le premier voyage sans les parents international, si tu veux. Donc c'était un sacré truc. L'agence de voyage nous avait réservé les hôtels, les trucs comme ça. Mais nous, le Shinkansen aussi, je crois qu'ils avaient pris le Rail Pass, tu vois. Puis nous, après, ils nous avaient donné des idées. Vous pouvez faire ça dans les villes, et puis c'est tout. Et à l'époque, on avait fait Kyoto, Tokyo, les classiques, mais on avait fait les trucs un peu aventureux. C'est-à-dire qu'on était parti à Kanazawa, on était parti à Takayama, qui sont depuis devenus des destinations classiques, mais ça l'était pas. En 2009, c'était la découverte, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Kamakura. Déjà partir au Japon en 2009, c'était déjà autre chose, ouais. Alors j'ai plus trop de souvenirs, mais je crois que les menus par exemple étaient pas traduits. Je me souviens que c'était un peu galère, tu vois. Ouais. C'est sûr que non. Ouais, non, il y avait pas les photos, tu vois. Donc j'avais un ami qui avait appris le japonais, il pouvait lire les hiragana, katakana, il nous disait voilà, ça c'est les boissons, ça c'est la nourriture. Puis on choisissait allez, hop, 1, et puis on voit ce qui se passe, quoi. Donc c'était une belle aventure. Même moi, la première fois que je suis arrivé ici, c'était en 2015. Ouais. Même en 2015, pour s'imaginer, les panneaux, donc c'est pas si vieux, c'est il y a 10 ans, les panneaux sur la route, ils étaient même pas indiqués en romanji. La plupart. Même en 2015, pas tous. Ouais, peut-être pas les grosses villes, mais peut-être sur l'autoroute, mais le reste, il y avait pas. Ah ouais. Maintenant, je peux rouler quasiment sans problème, sans lire un seul. Même dans la campagne. Sans lire un seul caractère. Japonais. Donc c'est même marrant parce que de temps en temps, quand tu vas dans la campagne, j'ai des amis japonais qui arrivent pas à lire les noms des villes. Tu sais, c'est des kanji qui sont un peu bizarres. Ouais. Et alors la prononciation est différente. Et du coup, ils lisent. Je crois que c'est pas ça. Tu vois. Puis heureusement que t'as les romaji en dessous. Tu dis, voilà, ils sortent qu'on sache. La petite anecdote. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà. Donc on a fait ce voyage, si tu veux, de 2 semaines. Ça a été alors on était en plein mois de juillet avec la saison des pluies, tout. Enfin, on a fait n'importe quoi. Mais le voyage a été une claque, si tu veux, comme pour beaucoup de gens qui arrivent au Japon, et surtout à cette époque, le côté aventure, le côté on a mis de l'argent de côté pendant 2 ans, si tu veux, enfin t'avais un gros truc tout seul, si tu veux, sans les parents, machin. Gros côté débrouille, donc formidable, et depuis, c'était resté en tête, et je m'étais dit, bon, j'y retournerai. Et puis donc là, j'ai eu cette université, j'ai fait, il y a un programme d'échange, aller vivre au Japon pour tester, parce que j'avais déjà conscience à l'époque que vivre dans un pays, c'est pas la même chose que venir en touriste. Puisque j'étais en Suède, machin, tu vois. Et je m'étais dit, ce serait parfait. Et en fait, j'avais pas été pris. Ils m'ont jamais expliqué pourquoi, mais je suis peut-être parce que je crois que le programme avait une partie en japonais ou un truc, donc moi je parlais pas la langue. C'était un programme d'échange, mais qui était un peu bizarre, si tu vois. Et du coup, mon choix 2, c'était la Corée. Pourquoi? Parce que je voulais vivre en Asie, je voulais tester la vie en Asie. Et le choix 3, c'était la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays qui m'intéresse, si tu veux. Okay. Et j'ai été pris en Corée. Donc j'ai passé 4 mois à Séoul, si tu veux, en 2011. Allez, avant la K-pop, avant Squid Game, avant tout ça, si tu veux, les gens. Alors, comment... Et pareil, c'était. Alors, moi, je suis pas un gars des grandes villes, hein, c'est pour ça que j'habite à Kyoto maintenant. Donc, Séoul, après 4 mois, j'en pouvais plus. J'étais content de retourner en Suède dans ma campagne, tu vois. Okay. Il y avait des forêts partout. Bon, ça, c'est la ville. La nourriture, super. Je me suis fait des bons amis. L'université, en plus, était orientée sur les politiques publiques, donc pas du tout le business. Du coup, j'ai appris plein de trucs intéressants et j'ai vu pourquoi les gouvernements ne fonctionnent pas, si tu veux, de l'intérieur, si tu veux. Enfin, c'était passionnant. J'ai appris, par exemple, la théorie c'est game theory, mais la théorie du prisonnier, le dilemme du prisonnier. Je sais pas si t'as entendu parler. Non, ça me dit rien. En simple, si tu veux, c'est l'idée que quand tu as une situation, on va prendre par exemple la pêche, tu sais, tu as des quotas de pêche. Si tout le monde respecte les quotas de pêche, tout le monde y gagne. D'accord? Si personne respecte les quotas de pêche, tout le monde y perd, parce qu'il n'y a plus de poissons. S'il y en a un qui respecte mais pas l'autre, celui qui respecte se fait enfler, alors que celui qui respecte pas gagne. Il gagne, ouais. Voilà. Et ça, c'est la théorie, c'est le dilemme du prisonnier. Et ça t'explique en fait toutes les relations internationales au jour d'aujourd'hui. Toutes les conflits, les trucs. Donc c'était fascinant. On est allé à la frontière avec la Corée du Nord, si tu veux. Aussi. Ouais. Parce que Chloé, avec l'épisode de Chloé, elle raconte. Alors, j'ai pas. Ouais, Chloé, elle est partie.
1 ou 2 années en Corée en tant que prof de français pour l'armée coréenne. Ah, d'accord. Un peu en échange avec l'armée. D'accord. Donc c'est ok. Bah, donc elle elle a été aussi visitée, tout ça. Donc là, t'as aussi cette expérience. Ouais, c'était la première fois que j'étais dans une zone. C'est ce qui se rapproche le plus d'une zone de guerre en fait. C'était pas une guerre ouverte, mais en termes de tension, en termes de militaire et tout, c'était quelque chose. C'était non, c'est pas beau à voir. Je pense pas que j'y remettrai les pieds. Et puis enfin bon. On part un peu dans tous les sens, mais tu te rends compte de la bêtise en fait de ce truc-là, enfin l'argent qu'il y a dans ces trucs-là. Puis t'as des mecs qui sont là, tu sais, gros costauds, et tu te dis putain, ils sont en face d'une ligne dans le sol, quoi, si tu veux. Ouais. Par contre, si tu traverses ça y est, il y a des gens qui se mettent à mourir. Enfin, une bêtise, si tu veux. Mais bon. Ils parlent la même langue. Et ils parlent en plus, c'est même pire dans leur cas, si tu veux, quoi. Enfin, bon, c'est un truc de fou. Je blâme pas parce que je comprends le pourquoi du comment, mais je veux dire, tu t'es là et tu te dis putain, mais on marche sur la tête, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Mais sinon, dans des gens formidables, des gens, beaucoup de pays en voie de développement, parce que l'université, en fait, s'orientait vers les pays en voie de développement pour l'expliquer comment la Corée avait fait son truc. Donc, j'ai découvert à ce moment-là la langue française, en Afrique, par exemple, le nombre de mecs d'Afrique que j'ai rencontrés qui parlaient français. Et je savais théoriquement, tu sais, comme tu le sais dans ta tête, mais quand tu rencontres les gens, ça fait bizarre, quoi. Tu te dis, on peut parler la même langue, tu vois, ils parlent parfaitement et tout, il n'y a pas de problème. Donc plein de gens, tu vois, de pays d'Asie centrale, tu vois, non pas l'Azerbaïdjan, mais on avait le Kyrgyzstan, on avait le Kazakhstan, tu vois, des pays où tu les connais de nom, tu te dis, mais c'est où ça en fait? Et donc, ouais, qui montraient leur tradition, enfin vraiment, vraiment intéressant, différent de la Suède. Aussi, vu que j'arrivais de pays développés, il y avait des cours où j'étais pas d'accord. Ils disaient des trucs et ils disaient la raison c'est ça, ils étaient très orientés économie, machin, et moi, j'étais pas d'accord, du coup, c'était un peu la guerre, parce qu'ils aiment pas quand, c'est un peu comme le Japon, tu sais, le professeur, il sait, et toi, tu te tapes quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec, surtout quand tu parlais de la Suède, je fais, écoutez, je suis pas un professionnel, mais moi, j'y habite quand même, donc, je te compare. Ouais, j'ai comme des trucs à dire, tu vois. J'avais appris à un professeur, par exemple, le clavier, tu sais, le clavier français, c'est AZERTY. Ouais. Et en fait, lui, il disait, voilà, il y a deux claviers, c'est le Dvorak et le QWERTY. Dvorak a disparu et c'est le QWERTY. Non, il y en a un autre, AZERTY. Puis en Suisse, c'est QWERTZ. Ah ouais, ça, je connaissais même pas. Qui est dérivé de l'allemand. Ah, d'accord. Mais nous, en Suisse romande, on utilise le... Donc, il est un petit peu ajusté. Ouais, c'est QWERTZ. Ah ouais, et après le reste, genre les chiffres, les virgules, les trucs. Non, ça c'est assez similaire à l'AZERTY, ouais. D'accord. À l'AZERTY, ouais. Le clavier français, du coup. Le clavier français. Ou américain. Ouais, plutôt l'américain. Mais je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, même en Suisse romande, on n'a pas le même clavier qu'en France. Ouais, ça je savais pas, tu vois, donc c'est vachement intéressant. Donc voilà, ils disent bêtises. mais non, mais voilà, en plus, si tu veux, moi je lui ai dit, il y en a au moins un autre en tout cas. Il me dit, oui, non, mais c'est comme le clavier suédois qui est une variation du QWERTY, et ils ont rajouté leurs accents et tout. Je fais, non, c'est pas une variation, il est différent. Je lui ai montré, j'avais mon ordi qui était là, et tu sais, le clavier français, les chiffres sont inversés, si tu veux, le point, la virgule et tout, c'est vraiment un clavier qui est différent, quoi. Donc c'est une petite anecdote, mais j'étais un peu, voilà. Bref, donc j'ai fait mes 4 mois en Corée, formidable. J'espère y retourner, parce que c'est à côté quand même du Japon. Appris plein de trucs, j'ai écrit, pour les gens que ça intéresse, j'ai écrit un article de blog sur le lifestyle design, on va y venir, j'imagine, parce que j'ai donné un TEDx après en 2019, si tu veux, et je me suis basé parce que j'ai appris des trucs sur moi, sur le développement personnel, si tu veux, qui ont été vraiment formateurs pendant ces 4 mois-là. Donc voilà, rentré en Suède, fini mon master, rédiger la thèse, si tu veux, le mémoire. Puis après, donc avec mon ex, on était là, donc qu'est-ce qu'on fait? Et moi, aucun intérêt pour rentrer en France. Elle n'avait pas spécialement envie de rentrer en Chine, donc on décide de rester en Suède et on est resté. Donc après, on a bougé à Göteborg, deuxième ville du pays, au sud d'Oslo. Et on y est resté encore 7 ans. Jusqu'à, pour moi, mars 2020, en fait, quand j'ai déménagé pour le Japon, quoi. Ok. Et en plus, tu as déménagé mars 2020, donc en plus, tu es venu ici en plein Covid. Genre 3 semaines avant qu'ils ferment les frontières. Ah, 3 semaines avant. Okay. Ouais. Non, ça n'avait pas commencé parce que sinon, ils m'auraient pas laissé rentrer. Ok. Mais je suis arrivé, littéralement, quelques semaines avant qu'ils ferment tout, qu'ils mettent les touristes dehors, quoi. Wow. Et du coup, en Suède, donc c'est cette année, qu'est-ce que t'as fait? Écoute. Donc premièrement, j'ai commencé, je me suis dit, je savais que je serais à mon compte un jour ou l'autre, si tu veux, parce que la personnalité, faut savoir, si tu veux, qu'à cette époque, donc l'école, moi, c'est un truc qui m'a jamais vraiment plu, si tu veux. Bon, vu que je savais pas trop quoi faire d'autre, que j'étais dans un environnement, quand t'as pas de mentor, quand t'as pas d'exemple, tu fais un peu ce qu'on te dit, mais ce que t'as au fond de toi, tu peux pas non plus le repousser. Mes parents ont toujours encouragé ça.
Même s'ils pouvaient pas, même s'ils étaient contents que j'aille à l'école parce qu'ils voyaient pas trop ce que j'allais faire sinon, ils m'ont jamais dit non mais tu te concentres sur ça, tu fais que ça quoi. Puis bon, j'étais assez intelligent donc l'école pour moi c'était une formalité, je faisais ça, je réglais ça. Mais tu vois, quand j'étais entre mes 17 et 20 ans, j'avais écrit un roman par exemple, un truc en 6 volumes, donc un truc quand même assez important. Qui est en ligne, bon il vaut ce qu'il vaut, mais parce que j'étais jeune, mais n'empêche que bon voilà, j'ai écrit un roman quoi. Quand même, Quand même, ouais, voilà. Accessoirement. Ouais, voilà, et puis un gros truc. Je me suis mis à composer de la musique aussi, donc j'ai appris la production musicale, donc ça nous ramène un peu à la voix off après, si tu veux. J'ai appris la composition musicale, tous ces trucs-là, production musicale. On avait fait un film avec un ami, tu vois, donc toujours des trucs très créatifs que je faisais sur mon temps libre qui pour moi avaient plus de sens. Donc quand j'ai eu fini l'école, j'ai fait allez, maintenant j'en peux plus de l'école, des cours, des profs, des trucs, ça me gonfle. Maintenant je vais faire ce qui m'intéresse. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher un boulot parce que je sais pas trop quoi vendre. Pareil, j'ai pas d'expérience en création d'entreprise. Et puis, pendant un an, tu vois, je cherchais beaucoup dans les jeux vidéo, je cherchais beaucoup dans la gestion de projets créatifs parce que j'avais fait un stage qui avait montré que j'avais des compétences en leadership. Donc, je savais que j'étais doué pour ces trucs-là. Mais, tu vois, après un an, je trouvais rien. Et en fait, j'ai commencé à en avoir marre parce que j'envoyais des CV. Parfois, je discutais avec des gens et je me rendais compte qu'en face, ils attendaient que je sois cette espèce de super-héros, tu vois, ce Superman, qui sait tout faire, tu vois, formidable. Mais en face de moi, j'avais un peu affaire à des rigolos, si tu veux, qui répondaient pas ou qui savaient pas. Je les appelais, si tu veux, ils essayaient de te passer à quelqu'un, mais ça répondait pas et tout. D'un moment, j'ai fait, mais attends, moi, je suis censé être, tu vois, balèze comme ça. Et en face, j'ai affaire à des clowns. Donc, si je vais être balèze comme ça et tout, bah, je vais bosser pour moi. Comme ça, tout l'argent, tous les bénéfices, ils rentrent dans ma poche. C'est pour toi. Voilà. Et donc, je me suis mis à mon compte, donc j'avais 23 ans, 24 ans, je crois. Donc, j'ai jamais vraiment travaillé dans une entreprise. J'ai fait des boulots d'été, j'ai fait des stages en France. C'est tout, quoi. Après, bah voilà, je me suis mis à mon compte. Ouais. Et c'était galère, hein. Il m'a fallu 5 ans. Ça a été, donc pour répondre à ta question, les 5 ans suivants, ça a été très, très, très compliqué parce que j'avais 0 expérience, parce que j'avais pas de mentor, parce que j'avais la vingtaine et que je savais pas ce que je voulais faire, donc ça partait dans tous les sens. Et en plus, la société n'était pas créée pour un service spécifique. Non, pas du tout. La société est créée, mais bon, voilà, j'ai monté la boîte, qu'est-ce que je fais maintenant ? Peut-être je sais faire un petit peu ça. C'est exactement ça, t'as entièrement raison. Donc j'ai commencé quand même, ma mère connaissait une boîte qui vendait des glaces, je sais pas si tu connais, près de la frontière suisse, à Allonzier-la-Caille, il y a une entreprise qui s'appelle Glace des Alpes. Oui, bien sûr. Ouais, et en fait, j'ai commencé à bosser avec eux pour les aider à s'étendre en Suède, si tu veux. Et en fait, à la base, ma première business idea, c'était, bon, j'aide les entreprises qui ont un produit un peu original à s'étendre à l'étranger, tu vois. Et donc, j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit, bah écoute, à la base, c'était juste une étude de marché. Des boîtes comme vous, qu'est-ce que vous cherchez, tu vois, comme truc. Et puis dans la discussion, il me dit, mais tu sais, nous, on est spécifiquement intéressés parce que la Suède, c'est un des pays qui mange le plus de glace en Europe. Voilà, les gens ne savent pas ça. Non. Et avec la Norvège et la Finlande, hein, si tu sais, tous les pays nordiques. Les gros mangeurs de glace. Pendant 2 mois ou toute l'année? Non, bah écoute, apparemment toute l'année, il y a une passion pour les glaces, si tu veux, je sais pas. C'est vrai qu'ils mangent beaucoup de glace quand t'es là-bas. Et donc, on a commencé à bosser ensemble. Donc, en fait, la boîte, je l'ai créée parce qu'il y a ce projet-là qui s'est lancé. Eux, ils me payaient tous les mois. Ils m'avaient fait un super deal. Avec ça, bon, j'ai acheté une voiture, je finançais mes trucs, mais disons que j'avais quand même c'était pas un salaire, mais c'était une facture, voilà, qui tombait. Et puis, en simultané, j'ai commencé à enseigner le français à Volvo, parce que j'avais des contacts. Et ils m'ont dit, ouais, on cherche quelqu'un, est-ce que tu veux? Donc, moi, je vendais mes services à une entreprise qui les vendait à Volvo derrière. Et ça, c'était très bien payé à l'heure. Donc Volvo, les voitures. Les camions, Les camions, ok. En fait, ils ont divisé. Ouais. À l'époque, c'était la même boîte, ils ont divisé. La partie voiture a été rachetée par la Chine, par Geely. Mais Göteborg, c'est la ville de Volvo, hein, si tu veux. Et puis SKF aussi. C'est juste. Sur les grosses villes, très industrielles, si tu veux. Donc voilà, l'entreprise a été montée comme ça. Et puis après un an, la partie glace, ça a foiré. Parce qu'on s'est rendu compte que le marché suédois, en fait, c'était une leçon importante. Moi, je m'étais dit, tu vois, quand t'es à ton compte. Il faut, tu vas te battre. Si je me bats, si je bosse dur et tout, ça va marcher, tu vois. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir de toute façon. Hein, tu peux pas penser autrement. Mais là, en fait, je me suis heurté à un mur parce qu'on s'est rendu compte que le service de distribution, le système de distribution en Suède, on va dire tous les pays, plus ou moins, t'as des grossistes. Tu y vas, tu dis je vends des glaces, tu les fais goûter, tu leur expliques machin, vous négociez, ils sont contents et ils t'achètent une palette, tu vois. Et ensuite, ils vont la vendre à leur restaurant, à leur café, enfin leurs clients, quoi. Et le Glace des Alpes ne vend qu'aux professionnels, si tu veux. Et donc nous on a commencé comme ça en disant d'accord, on va trouver les grossistes. J'y suis allé, je leur ai présenté, puis il y a rien qui débarquait. Ils goûtaient, ils trouvaient ça bon, le produit était unique, franchement il n'y avait pas de concurrence parce que les glaces c'est pas terrible, la qualité est pas terrible en Suède. Et je disais mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en fait au bout d'un an il y a un gars qui nous a enfin expliqué
qu'en fait, ils s'attendaient à ce que moi, je démarche tous leurs clients, tu vois, les cafés, les restaurants, le individuels, les hôtels, que je leur vende le produit, et eux, ensuite, ils achètent une fois que j'ai tout vendu. Je fais, mais les gars, vous servez à rien, quoi. Ouais, je vends en direct, alors. Ouais, bah voilà, Et en fait, c'est des plateformes logistiques, si tu veux. C'est-à-dire ok. qu'ils vont acheter, ils vont stocker, ils vont dispatcher, quoi. Je fais, oh, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Moi, je suis tout seul, c'est pas possible. Ok, Et puis, ok. Glace des Alpes, en ayant lancé la Suède, on commençait à lancer d'autres pays. En fait, la Suède, ça a été vraiment le moment où ils se sont dit, allez, on y va. Et ils se sont rendus compte qu'au Portugal, que dans d'autres pays, bah, ça marchait normalement, que leur produit il avait un succès monstre, parce que c'est des glaces qui sont excellentes, qu'il n'y a pas de concurrence. Ils se sont dit, ouais, la Suède, ils nous gonflent, quoi. Donc, ils ont dit, on met fin au projet et terminé. Ok. Donc, Ok. donc moi, là, j'ai vu mon salaire qui est passé de plusieurs milliers d'euros, enfin, salaire, si tu veux, mon revenu, que je facturais plusieurs milliers d'euros, c'est À descendu zéro. à zéro virtuellement. J'avais les cours de français. Donc là, heureusement, j'avais mis tout mon fric de côté, si tu veux. Donc j'ai, je sais pas, 10 000 euros de côté, je crois. Et en fait, pendant les 3-4 dernières années suivantes, pardon, j'ai commencé à vivre sur ça. Et c'était ultra stressant parce que tous les mois, je voyais cette Ouais, limite diminuer. Et heureusement, alors avec les cours de français, avec j'ai commencé un peu la traduction à ce moment-là. J'avais été interprète sur un film, par exemple. Tu vois, j'ai fait des trucs un peu comme ça sur les langues. ok. Toujours entre l'anglais et le français. Et le suédois. Ah, le suédois. Ouais, parce Donc, que t'as quand même appris le suédois. ouais, dans la foulée, j'en ai pas parlé, mais j'ai appris le Parce que c'est suédois au fur et pas à non mesure, plus une langue. ouais, en même temps, après 10 ans sur place, si tu veux, tu l'apprends, quoi. Wow, il y en a beaucoup qui. Ouais, Parce peut-être que pas. comme ils parlent tellement bien l'anglais, Ouais, que moi j'avais entendu que c'était. euh, t- Tu en trouves beaucoup des gens c'est qui pas savent faux. dire 3 mots de suédois. Même après plusieurs années, ouais. Non, c'est pas faux. Et puis, enfin, on en parlera après, parce qu'aprais, j'ai découvert que, en fait, les amis que je me suis vraiment fait, les gens vraiment proches de moi, c'est des anglophones, soit Ah, suédois, soit étrangers. J'y reviendrai dans une minute, parce que c'est un conseil que, il y a beaucoup de gens qui galèrent au Japon, et en fait, ils font la même erreur que j'ai fait en Suède. J'y reviens dans une minute, ok. mais oui, pour la langue, si tu veux, je l'ai appris parce qu'au début, je me suis dit, il faut que je me fasse des contacts sur place pour les affaires, pour le machin. Donc bon, c'est une langue. Et puis je la garde, si tu veux, quand je rentre en Suède, ça me T'as fait réussi, plaisir. c'est difficile, c'est une langue. Je me rends pas compte parce C'est que. Alors c'est basé sur l'allemand. Moi, j'ai jamais appris l'allemand. Ok. Donc il y a des structures, des trucs qui étaient un peu compliqués. Le pluriel est par exemple difficile en suédois. Ils ont deux, et c'est pas un genre, c'est pas comme le masculin et le féminin, mais ils ont les mots en n et les mots en et qui se conjuguent, enfin pas qui se conjuguent, mais les adjectifs fonctionnent un peu différemment. Des trucs un peu comme ça qui sont compliqués. Au jour d'aujourd'hui, je pense, j'ai pas assez lu de livres, j'ai pas assez regardé de films, parce que le contenu en suédois est beaucoup plus limité par rapport au contenu en anglais, hein, bien sûr, même le contenu en Ouais. japonais, tu vois. Donc mon suédois est bon, si tu veux, je peux faire des affaires, je peux tout faire en suédois, mais je connais encore, par rapport à l'anglais par exemple, où j'ai un anglais quasi natif, si tu veux, le suédois, il y a encore des erreurs, si tu veux. Des fois, il me manque un mot ou des trucs comme Parce ça. que tu l'as pris en retard. C'est toujours. Déjà, j'étais plus âgé. Ouais, mais j'ai habité dans le pays alors que j'ai jamais habité dans un pays anglophone. Ok, ouais, mais c'est aussi l'utilisation que tu en fais. Ouais, Si tu utilises l'anglais tous les jours, mon anglais est la langue que je parle le mieux parce que c'est celle que j'ai commencé en premier. ouais. Les autres, même si j'utilise les trois de la même manière, Ouais. j'ai toujours un peu d'avance. T'as toujours, ouais. Jusqu'au jour où peut-être le japonais va switcher parce que je vais utiliser plus le japonais que l'anglais, j'en sais rien, mais Peut-être, ouais. Après, quand mais- tu vieillis, je trouve que ça devient plus dur aussi. peut-être. Puis ça dépend de la motivation. Alors, toi, t'habites au Japon, t'as une femme japonaise, donc la motivation, puis tes enfants, quoi. Donc, la motivation est là. Moi, le suédois, bon, c'est parce que j'habitais dans le pays. Sinon, c'est pas une langue que T'as envie de j'aurais faire des appris. affaires, etc. Ouais, etc. voilà. Alors, il se trouve qu'après, j'ai monté une boîte qui, en fait, est internationale, qui bosse quasiment pas avec la Suède, si tu veux. Donc, enfin, bon, il y a vraiment zéro idée, quoi. Mes amis, c'était anglophone, mon business, il est pas en Suède, si tu veux. Enfin, bon, c'était. Puis, il t'a fallu combien de temps pour apprendre Bah, le écoute. suédois? Alors, C'est rapide ou... bah, ça s'arrête jamais, quoi. T'apprends toujours. Non, mais je veux dire, du moment zéro au moment où tu arrives à parler, communiquer, Moi, ça à faire je crois que ça a été business. assez rapide parce que j'ai juste pris des cours. J'avais quoi, une heure et demie la première année par semaine, une heure et demie par semaine la première année en Suède. Après, j'ai tout fait seul avec mes amis suédois quand j'allais chez eux. On parle suédois tout le temps. L'université tout en anglais. Mes amis étaient internationaux, donc c'était en anglais. Il m'a fallu, c'est dur, je me souviens plus, mais peut-être 2 ans, si tu veux. Ok. Au bout d'1 an, ça y est, je commençais à comprendre un Un peu. peu, Dans l'avion, je me souviens parce que j'étais allé en Chine cette année. Au retour de l'avion, j'étais à côté d'un Suédois et on avait discuté en suédois. Et ça faisait 1 an que j'étais en donc Suède. là, tu as dit, ok, c'est Et bon. ouais, c'était galère si tu veux, mais après 1 an, voilà. Donc je dirais après 2 ans, et puis 3 ans, j'étais tranquille plus ou moins. Ok, Quoi. ok. Donc après, j'avais rejoint des groupes de networking, c'était tout en suédois, tu vois, des trucs comme ça. Donc voilà, donc si tu veux, donc voilà, il m'a fallu ces années-là parce que trouver ce que je voulais vendre et tout. Et puis en fait, l'erreur que je faisais aussi, c'est que j'essayais
moi, si tu veux monter une entreprise, pour moi, c'est du lifestyle design. C'est-à-dire que je me considère pas en fait comme un excellent entrepreneur. Quand je compare à d'autres mecs, si tu veux, ils se lancent, ils vendent le truc qu'il faut, ils sous-traitent tout le machin, si tu veux. En un an, ils ont un truc qui tourne, un truc de fou, ils montent la deuxième boîte et tout. Et moi, j'ai pas ça. Euh, je galère un peu, je suis un peu plus lent dans ce que je fais, si tu veux. Euh, Parce qu'en fait, mais bon, c'est pas grave. Le truc, c'est que pour moi, c'était une question de liberté. Et en fait, maintenant, avec a posteriori, parce qu'à l'époque, je le savais pas. En fait, pour moi, j'ai monté cette boîte, comme tu dis, j'ai monté la structure, je sais pas ce que j'allais mettre dedans, si tu veux, parce que c'était le truc qui était le moins contraignant par rapport à un job où tu as des horaires, des collègues, des machins. Là, t'as rien. Tu crées la structure, tu as tes impôts, donc faut payer. Ouais. Et ensuite, tu fais ce que tu veux avec, si tu veux. Et ça dépend de ton business model, si tu veux, ça dépend du où tu travailles, etc. Mais il y a rien qui est attaché à ça. Avec ça, tu peux créer effectivement une structure énorme où tu es coincé chez toi tout le temps, Ou t'es un tout resto, seul. ou alors tu es tout seul et tu bosses où tu veux, quoi. Ouais. Euh, Que ce que je comprends et, complètement. et moi, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça s'est fait, c'était pas du tout prévu. Parce que comme je te dis, à l'époque, je mélangeais tout, c'est-à-dire que je cherchais, mais quelle est ma mission, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois, sur Terre, ces grandes questions, tu vois, où t'as pas la réponse quand t'as 25 ans. Et en même temps, comment je gagne de l'argent, tu vois, tout était mélangé, puis il me manquait vraiment un mentor, quelqu'un qui me comprenne, qui puisse structurer. Et puis, quand je suis arrivé à la trentaine, donc là, on arrive fin 2019, si tu veux, et j'arrive bientôt au Japon, j'ai eu l'opportunité de donner un TEDx Talk à mon université française, ex-université française. Raconte-nous ça. Comment t'es arrivé à ça? Alors, en fait, ils cherchaient des gens qui donnaient un speech, ils ont dit, vous pouvez parler un peu du sujet qui vous intéresse, ça peut être très technique sur ce que vous avez étudié, ou ça peut être sur autre chose, pour les étudiants. Donc, ça s'adressait aux étudiants. Et il y avait, donc on était dans un amphi, si tu veux, je sais pas, il y avait 200 personnes environ. Et moi, j'ai réfléchi, il y avait 2 sujets qui me tenaient à cœur. Un, c'était la multiculturalité, parce que j'avais habité en Corée, j'avais habité en Suède pendant longtemps, et puis j'avais été avec une Chinoise pendant 8 ans, si tu veux. Donc là, tu connaissais bien. J'allais en Chine, ouais, si tu veux, et puis c'était la belle famille, si tu veux, c'était la Chine profonde, quoi. Mais pourquoi je l'ai pas pris? Parce que je me suis rendu compte que les sujets dont tu parles, et les gens, je pense, qui sont multiculturels comprendront, soit en fait, surtout pour des étudiants, soit ils sont déjà à l'étranger ou ils ont une famille internationale ou autre, et en fait ils comprennent déjà, et c'est un peu quoi. Enfin, bon, qu'est-ce que tu racontes? Soit ça va leur passer, mais au-dessus de la tête, quoi. Parce que tu parles de choses que tu le sais parce que tu habitais à l'étranger, c'est très subtil, si tu veux. C'est comprendre que, en face, c'est vraiment des êtres humains, si tu veux, qui ont des émotions, mais que ils vont réagir différemment. Il faut que tu apprennes à arrêter de juger leur réaction avec ton frame of reference, tu vois. Enfin bon. Mais c'est difficile, ouais. Si on l'a pas vécu, c'est difficile. Ça. C'est très théorique, en fait. Ils vont te dire, oui, bon, d'accord. Mais voilà, quoi. Puis en plus, t'en as plein qui s'intéressaient pas à l'étranger, donc... Celui qui a pas vécu ça, ou qui a pas appris une autre langue, ou qui a pas vécu ailleurs, ça lui passe au-dessus de la tête. Ou qui est même pas confronté à ça. Si tu... À la rigueur, il serait dans une entreprise avec des gens internationaux, parce qu'après... Juste une petite pause dans cet épisode pour vous dire, si ce que vous entendez vous plaît, pensez à partager ce podcast autour de vous, à un ami, un collègue ou quelqu'un que ça pourrait inspirer. Et si vous laissez une évaluation ou un commentaire sur votre plateforme préférée, ça m'aide énormément à le faire connaître. Merci pour tout et on retourne à l'épisode. L'année dernière, l'année d'avant, j'ai fait une intervention multiculturelle, à nouveau pour cette université en France. On faisait ça en ligne, parce que j'étais à Kyoto. Et là, c'était un cours, quoi. C'était un séminaire d'une heure et demie, 2 heures, où je parlais de ces choses-là. Et l'idée, c'était, peut-être que vous voulez pas voyager à l'étranger, mais est-ce que vous pouvez être sûr que vous n'allez pas travailler avec des étrangers? Ça, c'est vrai. De carrière. Et dire non, c'est quand même un peu risqué, enfin, surtout en Europe, si tu veux. Et surtout en Suisse. Surtout en Suisse, bien sûr. Hein, tu vois le nombre de nationalités qu'il y a chez nous, ouais, je te fais la liste. C'est un petit pays des gens. Non, mais c'est évident. Et il y en a beaucoup, bon, ils sont un peu chauvins, machin, mais tu leur dis, ouais, et même à Annecy, si tu veux, c'est proche de Genève, si tu veux, il y a quelques gros trucs, même si vous voulez pas bouger, machin, ouais, c'est très il y aura des étrangers. Et donc le cours, c'était pour ça. Et puis pour ceux qui voulaient aller à l'étranger. Et l'autre sujet? Et donc, mais à l'époque, voilà, donc le TEDx, il y avait ça. Et l'autre sujet, celui que j'ai choisi, c'était ce que j'ai appelé lifestyle design, construire la vie dont vous rêvez. Et c'était tiré directement de toutes ces 5 années de galère en Suède, où quand je suis arrivé à 30 ans, déjà, je crois qu'il y a des études qui ont montré ça. Je crois que ton cerveau se pose, quand tu arrives à 30 ans, il y a plein de trucs qui se posent simplement. Et je m'en suis rendu compte où il y a des trucs, quand tu dis ces gens-là, je les aime bien, ces gens-là, je les aime pas, j'ai pas de temps à perdre avec ces trucs-là, tu vois. Et du coup, j'ai regardé ces années de galère en Suède, et j'ai dit, en fait, j'ai un système de valeurs, une manière d'envisager ma vie, qui en fait, c'est ce que je cherchais, mais personne me l'a donné. C'est l'exemple que je donne pour essayer de comprendre, si tu veux, c'est tu prends les enfants, c'est quand ils ont 2 ans, ils ont ces jeux en bois où tu as des cercles, des triangles et des étoiles. Et il faut qu'ils mettent le cercle dans le cercle, le triangle dans le triangle, etc.
Et en fait, moi, j'étais, on va dire, un triangle, mais toute la structure dans laquelle j'étais, c'était un cercle. Et du coup, bah, t'essayes de rentrer, tu peux, comme ils font, ils sont là, et ça va rentrer un peu, tu vois. Mais il y a un moment, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et en fait, ce que j'ai fait finalement, c'est à 30 ans, après toutes ces années de galère, à tester, à pousser dans tous les sens, bah, j'ai trouvé ce triangle, si tu veux, qui corresponde à moi. Et le TEDx, c'était ça. Et moi, ce que je voulais, c'était simplement partager ma manière d'envisager la vie de manière générale, l'entrepreneuriat, si tu veux, les questions que je me pose. Et l'exemple que je donne, bon, après, les gens pourront l'écouter s'ils sont intéressés, mais... tu me leur donneras le lien d'ailleurs. Qu'on pourra mettre dans la description. C'est des questions qu'on me posait, tu vois, sur... alors, j'ai plus trop... Ouais, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? C'est la grande question. Mais des questions, en fait, qu'on te pose parfois, et c'est comme un mur, c'est-à-dire que t'as pas de réponse, et tu te prends la tête, tu vois, en disant, mais j'ai pas de réponse, ça m'énerve, c'est ça. Jusqu'au jour où tu te rends compte qu'en fait, c'est pas la bonne question. Ouais. Et que t'auras jamais de réponse, si tu veux. Je te comprends bien. Parce que tu as vécu un truc similaire ou... Oui, parce que j'ai vécu quelque chose... Bon, moi, je suis arrivé ici un petit peu... dans tes réflexions, je les ai eues avec un peu 10 ans de retard, mais entre guillemets, mais dans le sens où... Ouais, quand tu es Moi, je suis très curieux pour plein de choses et j'adore faire plein de choses. Et toi aussi, d'ailleurs, tu disais, et je l'ai compris, tu vois. Pour ça, on est très proches dans l'approche. Et pour moi, même en métier, je sais pas dire quel métier je fais. Ouais. Les gens me disent, alors je dis que je suis architecte d'intérieur. Déjà, j'ai pas le papier d'architecte officiellement. Mais ça fait 10 ans que je pratique ça. Ouais. Mais je fais pas que l'architecture d'intérieur, je fais l'éclairagisme. Ouais. Ah, ok. Mais je fais aussi du project management. Ah, ok. Et je fais aussi la gestion de projet. Ah, ok. Et je fais aussi des fois du graphisme. Des fois, je fais de la présentation. Des fois, tu vois, maintenant, je commence à faire du montage. Ouais. Parce que tu apprends sur le tas, tu te formes, tu fais ce qu'il faut faire. Voilà, j'aime pas, j'arrête, je commence, je refais. Et en fait, ma liste de jobs, elle est... Ouais, et puis elle change tout le temps. Elle change tout le temps, elle évolue. Des fois, je suis beginner là, des fois, je suis... Puis il y a des trucs que tu gardes. Bon, etc. Exactement. Et ça, c'est un excellent exemple parce que une des questions, effectivement, c'était ton métier, c'est quoi, tu vois. Et c'est l'exemple que je crois que je donne dans le TEDx. Et je dis au jour d'aujourd'hui, tu vois, même après, tu vois, ça fait quoi, 5, 6, 7 ans, enfin même 10 ans depuis que je me suis lancé, je peux toujours pas te dire exactement l'exemple que tu viens de donner. Je peux te dire quelles activités génèrent de l'argent. Ça, je gagne de l'argent, ça, j'en gagne pas. Si tu veux, ça, je peux. Mais par contre, si tu me demandes quel est ton emploi, enfin, ou même ton métier sur la définition traditionnelle, j'ai pas de réponse. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est pas facile parce que j'ai lu beaucoup de bouquins sur ça. Et en fait, la société adore les spécialistes. Et en plus, au Japon, on est à un niveau... ils adorent le gars qui fait toute sa vie le washi. Ouais, c'est ça. Je fais quoi? Je fabrique du washi, je fais des sushis. Ouais. Il fait que ça. Toute sa vie, il coupe son poisson, il fait du sushi. Et puis pour tous ceux qui aiment pas ça, parce qu'en plus, moi, j'aime pas ça. Faire juste un truc. Ouais, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Si j'ai le même projet tous les jours, de la même manière, ça me rend dingue. Ouais. J'arrête tout de suite, tu vois. Non, je comprends. Mais je comprends et je respecte ceux qui aiment faire des sushis. J'ai aucun problème. Ils ont un niveau, si tu veux, ils atteignent un niveau qui est impressionnant. Et même, j'ai énormément d'admiration pour ce savoir-faire et ce qu'ils arrivent à faire. Mais comme tu dis, c'est toujours gênant parce que tu sais pas quoi répondre à ces questions-là. Voilà. Mais en fait, si t'as pas quelqu'un, et en plus quand t'as 20 ans, si tu veux, t'es dans un environnement, c'est l'environnement plus scolaire, si tu veux, tout le monde pense de cette manière-là, j'en reviens à cette idée du triangle. Ouais. Oui, il y a des trucs qui passent dans ce que je voulais faire, mais ça, par exemple, après, quand tu vieillis, quand tu sors un peu de ce carcan, tu te rends compte, et puis tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui pensent comme toi. Ouais. Tu les trouves. Nous, maintenant, à Kyoto, on a plein de groupes de gens qui sont formidables. Tu te rends compte qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes manières de penser. Tu vois, l'exemple que tu viens de donner, je te le donne, t'as compris. Voilà, c'est terminé, si tu veux. Ouais. Mais on reste, je pense, une minorité, ce qui fait que une fois que tu t'es trouvé, tu te rends compte qu'il y a plusieurs milliers de gens comme ça, bon, il n'y a pas de souci, mais il faut les trouver. Il faut comprendre. Il faut te comprendre toi, il faut que tu comprennes que c'est comme ça que tu fonctionnes. Et si enfin bon, l'image que je donne, si tu veux, c'est l'image de ce mur, c'est-à-dire que tant qu'on te pose cette question-là, mais c'est quoi ton métier, tu dis, ça, je suis perdu, je peux pas rentrer. Et en fait, si le mur est comme ça et que tu le vois de face, bah, t'as l'impression que tu peux pas passer, tu vois. Mais par contre, si tu le vois de haut, tu te rends compte que il suffit que tu passes. Ah, okay. Et c'est juste changement de perspective, c'est-à-dire tout d'un coup tu changes les questions que tu poses, tu changes la manière dont tu regardes ta vie, et là tout d'un coup les réponses sont là, si tu veux.
Moi, j'avais utilisé une autre image aussi qui était intéressante. J'avais lu un livre sur, par exemple, Da Vinci. Bon, même si c'est un génie, je me compare pas à un génie, mais ce qu'il expliquait, c'est que lui-même, il était multi-job, tu vois, architecte, médecin, artiste, sculpture. Et tout. Puis lui, il était génie dans plein de catégories. Mais c'est sa manière de penser qu'ils ont commencé un petit peu il y a plus de gens un peu dans nos cas qui l'expliquent et qui l'expriment. Puis du coup, de pouvoir l'exprimer ou de pouvoir le lire, que effectivement, comme tu dis, il y a des gens aussi qui pensent comme ça t'aide beaucoup à définir. Non, il y avait une grande solitude, si tu veux, quand j'étais à l'école. Bon, moi, j'ai jamais aimé l'école, mais je voyais des trucs. Moi, ça me semblait complètement fou. Je voyais comme ils stressaient pour les examens, les machins. Je voyais pour moi, c'était tellement débile de juste régurgiter des trucs. Je voyais quand j'étais même, tu vois, j'avais 16 ans et je voyais les professeurs, c'est peut-être la France, je sais pas, qui donnaient les copies, et si t'avais une mauvaise note, c'était la honte. Au lieu de se dire, bon, lui, il y a un truc qu'il a pas compris, va falloir l'aider. Non, ça veut dire qu'on t'apprenait à faire correctement, à être juste. Et quand tu montes une boîte, c'est l'inverse, si tu veux. Et maintenant, je me rends compte que non seulement, bon, ça m'a servi à rien, mais ça m'a même desservi, c'est-à-dire que je suis encore en train, au jour d'aujourd'hui, de désapprendre des automatismes. L'idée que ça doit tout être parfait avant de monter ma nouvelle boîte, on va en parler, pour le service de conseil, j'ai arrêté, j'ai fait stop. Maintenant, ma philosophie, c'est le 80%. Tu fais tout à 80%, et ensuite tu dis c'est good enough, et ensuite tu te lances, et t'ajustes. Parce qu'il va y avoir des erreurs, il y a des informations que t'as pas, il faut que tu te lances pour les avoir. Et en fait, l'école ne t'apprend pas ça. Et moi, non, c'est même l'inverse. C'est même l'inverse, exactement. C'est ça qui est pénible. Et ça peut même te créer des problèmes. On le voit au Japon, quand personne n'ose parler anglais, si tu veux, parce qu'ils veulent pas faire d'erreurs, qu'ils veulent pas se mettre à leur compte parce qu'ils osent pas. Le Japon, enfin moi, tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais pour moi, le système scolaire japonais, c'est très similaire au système français, côté élitiste, si tu veux. C'est un truc, si tu veux, j'ai un rejet viscéral parce que c'est contre même mes valeurs de justement d'aider les gens qui galèrent, si tu veux, d'avoir le multiculturalité, l'idée que tout le monde n'a pas les mêmes compétences et que c'est la beauté de la chose. Donc voilà, donc j'ai fait ce TEDx, si tu veux, pour expliquer tout ça. Un truc important aussi, c'est que en Suède, sur la fin, en 2017, donc les 2 dernières années, j'ai monté une association qui utilisait les jeux de société en fait pour aider les gens à se faire des amis. Et ça a été l'occasion, pour moi, c'était un tournant parce que déjà, j'ai mis en pratique mes compétences en leadership parce que j'ai monté tout le truc. Il survit encore aujourd'hui. J'ai réussi non seulement à le créer, mais en plus à transitionner. Donc, il y a des gens qui ont pris, il y a des mouches. Pourtant, je prends une douche ce matin. Pardon. Désolé. Je sais pas d'où elle vient. Et si tu veux un autre, donc j'ai monté ça, j'ai montré mes compétences, machin. J'ai aidé, aujourd'hui, ils ont plusieurs milliers de membres, je crois, sur Meetup, c'est un truc de fou. Ça existe encore. Quand j'y étais en 2022, il y a des gens qui m'ont remercié pour avoir monté ça, pour l'aide que ça a fait. Ils sont arrivés, ils connaissaient personne, ils ont pu se faire des amis. Et un truc que j'ai appris, c'est essayer de te faire des amis avec des gens très très locaux. C'est difficile parce que leurs centres d'intérêt sont très différents du tien. Et en montant ça, j'ai pris l'anglais, donc j'en reviens à ce que je te disais. J'ai dit, on va prendre l'anglais, comme ça on s'est ouvert à tout le monde. Ça a attiré tous les expatriés, tous les étudiants étrangers, si tu veux, tous les gens. Et moi qui avais galéré à me faire des amis sur les 3-4 dernières années, en 6 mois, ça y est, j'avais tous les amis que je voulais, si tu veux. C'est fou. Hein. Et en arrivant au Japon, j'ai pris toutes ces connaissances, et c'est la beauté de la chose, c'est tu fais tout ça. J'ai quitté la Suède, mais j'ai pris mon entreprise avec moi, j'ai pris l'expérience, j'ai pris comment me faire des amis, et en un an, j'avais tout recréé. Ce qui m'avait fallu 5 ans en Suède, j'avais tout recréé en un an ici. Plus, parce que tu sais faire, si tu veux. C'est ce que tu voulais justement exprimer par rapport à comment se faire des amis. C'est ça, c'est ça. Et il y a des gens ici que je rencontre qui disent, mais je me fais pas d'amis, machin. Et en fait, ils disent, c'est le Japon, c'est le Japon. Oui, le Japon, mais bon, déjà, la Suède est très similaire au Japon sur beaucoup de points. Et ensuite, c'est juste quand tu es à l'étranger. Parce que les locaux, les gens vraiment locaux, ont pas les mêmes centres d'intérêt, si tu veux. À quelques exceptions près, ma mère, par exemple, elle a jamais vraiment voyagé, mais elle a ce côté ouverture et tout. Il y a des gens comme ça. Moi, mon coworking space à Kyoto, quand je suis arrivé seul étranger, il y en a plein qui parlaient pas anglais. C'est comme ça que j'ai appris le japonais, d'ailleurs, avec eux. Mais tout de suite très accueillant. Ils te voient pas comme une bête de foire. On a trouvé des points communs, que ce soit jeux de société, discussion. Donc, t'en trouves quelques-uns. Mais bon, quand t'arrives, il faut que tu fasses un choix stratégique. Stratégiquement, il vaut mieux que tu prennes des gens qui ont un background international, si tu veux. Ouais, à peu près, c'est vrai. Il faut de chances que ça colle, quoi. C'est qu'il faut du temps, tu vois. Et c'est ce temps que tu consacres avec les gens qui te fait que tu crées des amitiés. Tu peux, mais même, tu vois, c'est vrai avec certains,
Mais t'as quand même des gens, tu vois, moi je me souviens en Suède, leur centre d'intérêt c'était bon la voiture, ce qui se passe à la télé, la boutique qui a ouvert. Nous on était là à galérer à trouver un logement, si tu veux, une grosse voiture on s'en foutait. C'est vraiment des centres d'intérêt différents quoi. C'est vrai. Et c'est pas des gens, c'est ce que j'expliquais dans mon intervention à l'IUT, je te disais l'année dernière, l'année d'avant. C'est pas qu'il y a des gens qui sont mieux ou moins bons, c'est juste qu'il faut comprendre que leurs centres d'intérêt sont différents. Parce que ces gens-là, moi je le vois quand je rentre à Annecy, je suis le local. Je suis né là, j'ai grandi là, ma famille ça fait des centaines d'années qu'ils sont dans ces régions-là, donc je connais les deux. Et tu vois mes grands-parents, ils peuvent me donner le petit conseil, tu peux faire ceci, cela, machin, tu vois, ils connaissent tout. Donc il y a des avantages à ça. Mais quand tu arrives à l'étranger, il y a quand même un décalage entre toi, tes problèmes, tes centres d'intérêt. C'est pour ça que tu crées facilement, du moment que tu en trouves, hein, mais quand tu rencontres des gens qui ont eu ces galères comme toi et moi, quand tu arrives ici, en fait, ça crée tout de suite des ponts beaucoup plus vite. Et en fait, même si tu n'as pas forcément absolument envie d'avoir des amitiés en français ou suisse ou francophone, ça se fait entre guillemets naturellement quoi. Tu peux pas. Alors moi, je suis arrivé, vu que j'étais en Suède avant pendant 10 ans, je suis arrivé hors de tout système, je suis arrivé tout seul. Si tu veux, j'ai pris mon visa vacances-travail. Et le réseau francophone, je l'ai rencontré très très récemment. Ça fait 5 ans que je suis au Japon. Ok. Et ça a commencé, c'était en décembre 2024, tu vois, donc c'était il y a 6 mois. Ah ouais, non, c'est pas longtemps. Non, parce que moi, et puis mon univers est beaucoup plus international. Je suis beaucoup plus à l'aise avec des gens internationaux. J'utilise l'anglais beaucoup plus que le français, si tu vois. Mais par contre, les internationaux, tu en as rencontré ou quand je suis arrivé au Japon, très très rapidement. Ah ok. Quand je suis arrivé, je connaissais 4 Japonais, c'est tout. Que j'ai tout perdu depuis, mais je me suis fait un réseau parce que de nouveau, je savais, si tu veux. Donc, en plus, je parlais même pas japonais, donc de toute façon, j'ai attiré les Japonais qui parlaient anglais, de toute façon. Mais finalement, c'était pas plus mal parce que c'était les gens avec qui on avait le plus en commun, de toute façon. Aussi, donc ça se fait, tu vois. De toute façon, tu attireras les clients. Et les personnes, comme tu dis, qui ont des centres d'intérêt similaires. Et puis, un truc que tu apprends, je parlais, tu passes 30 ans et tu n'as plus de temps à perdre, c'est aussi ça, tu apprends à dire, voilà, moi je suis telle personne, tu vois, j'ai tel sens de l'humour, voilà qui je suis et tout. Il s'agit pas d'être un gros bourrin, si tu veux, tu t'adaptes, surtout au Japon, tu fais un peu gaffe, mais je veux dire, tu dis, voilà, mes valeurs fondamentales, c'est ça que tu présentes, et du coup, très rapidement, tu attires les gens qui aiment ça, et les autres, ils s'éloignent, et c'est très bien. Comme ça, tu passes ton temps avec les gens qui t'intéressent, si tu veux. Moi, je trouvais le plus difficile ici, c'était pas... c'était le point zéro. Tu vois, la première connexion. Parce que quand tu arrives à 40 ans avec 2 enfants, c'est pas que tu peux t'amuser le week-end, aller, je fais la fête, je vais dans une école où tout le monde a le même âge. Là, je me suis retrouvé dans une école où ils avaient tous 20 ans. Dans leur trip et puis toi moi j'étais plus du tout dans le même délire qu'eux et j'ai pas mal souffert les 6-8 premiers mois où là bam j'arrivais pas à trouver le point zéro et puis après tout s'est enchaîné. J'ai rencontré Mathias, puis après on a rencontré Olivier. Olivier il m'a invité au repas les jeudis. Et puis j'ai rencontré lui, puis j'ai rencontré lui, et tout est parti, tu vois. Mais non, je suis assez d'accord. Mais ça, je pense que c'est valable dans tous les pays aussi. Moi, quelque part en Suède, tu vois, j'ai essayé de me faire les mauvaises personnes, les mauvais amis, les trucs. Puis quand j'ai monté ça, c'était pas juste des gens internationaux, c'était des gens aussi qui aiment bien les jeux de société, si tu veux. Il y avait plein de points communs, si tu veux. Il faut que tu trouves. Et quand tu trouves, en général, ça va bien. Moi, je sais que je suis arrivé, il y a le Covid, donc mon plan de me faire plein d'amis, un réseau social, s'est tombé à l'eau. Du coup, j'en ai profité pour visiter Kyoto, parce qu'il n'y avait pas de touristes, c'était formidable. Puis j'ai commencé à faire des randos, parce que j'aime bien les randos, parce que c'était un des rares groupes meet-up qui était encore valable, quoi, en extérieur. Et je me suis rendu compte que déjà, souvent, les gens parlaient anglais, c'était des groupes un peu internationaux, japonais ou autres. Souvent des Japonais qui voulaient garder leur anglais. Et puis la rando, ça attirait des gens qui en veulent, tu vois. C'est pas juste être assis, language exchange, là, où tu sais pas trop de quoi parler. Non, il faut te battre et tout. C'était des petits groupes. Et moi, ça a super bien marché. Comme ça, je pratiquais mon japonais, on parlait anglais. En plus, tu fais des trucs. Et puis, voilà, ouais. Puis on déjeune ensemble. Et à la fin de la journée, t'as l'impression que vous connaissez super bien. Vous avez passé 5 heures ensemble à crapahuter, à galérer. C'est vrai. Ça crée, donc après, j'ai essayé de les revoir, tu vois, etc. Puis avec tout ce que j'avais appris en Suède, bon, c'est allé relativement vite. Et puis maintenant, je suis plus dans le milieu entrepreneurial, si tu veux. Maintenant que les affaires ont repris un petit peu, les groupes sur Kyoto où je passe la plupart du temps, c'est plus des entrepreneurs, si tu veux. J'ai un peu perdu les gars des groupes de hiking, de rando. Mais bon, comme tu dis, après, au bout d'un moment, tu te fais ton réseau, tu trouves les gens. Ouais, tu trouves. Mais c'est vrai que le point 1, c'est. Mais comme tu dis. Trouver la porte d'entrée. C'est ça. Par contre, ce qui est cool,
et ce qui est intéressant, je sais plus qui c'est qui me racontait ça, c'était Yuko. Ce qui est cool dans l'expatriation, c'est qu'en fait, tu recommences une vie de zéro. C'est-à-dire, personne ici te connaît, personne ne sait ce que tu as fait. Tu peux être la personne que tu veux ici. Et ça, je trouve que t'as pas ce bagage. Non, voilà, ce bagage, que ce soit familial, amical. Là, tu repars de zéro. De zéro. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, quand je suis parti en Suède, donc d'abord le Japon et la Suède, c'était une période charnière. C'était, je pense, quand tu quittes un peu l'adolescence et que tu commences à établir quelques valeurs. Et pendant mon adolescence, pour différentes raisons, je m'étais refermé sur moi et tout. Enfin bon, j'avais regardé le Évangélion, je sais pas si tu les avais regardés. Là, ouais. Et moi, ça m'avait parlé parce que vraiment, je m'identifiais avec le perso principal. J'avais fait pareil, le hérisson, que tu veux pas te rapprocher des gens parce que tu as peur d'être blessé. Mm-hmm. Et en fait, j'étais dans cette période de transition en disant, je veux plus ça parce que je suis malheureux, j'ai pas d'amis. Et du coup, j'ai fait un gros travail. C'était les premières fois quand tu essaies de changer des habitudes, c'est compliqué. Hein. Quand tu fais ça tout seul, sans coach et tout, t'as des réactions automatiques. Ça, c'est des traumas, en fait, des traumatismes, des trucs que tu contrôles pas et tu rentres chez toi, t'es en pétard, tu dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Et du coup, consciemment, tu dois changer. Donc, c'est la première fois que j'ai fait ça. Et du coup, quand je suis arrivé en Suède, j'avais fait ce travail-là, bah, ça va beaucoup plus vite parce que t'as pas tout le bagage. Toi, t'arrives comme cette nouvelle personne, le nouveau David, qui a 20 ans maintenant. Et du coup, les gens te voient comme ce gars beaucoup plus social et tout. Et voilà. Et du coup, ça se nourrit de lui-même, tu vois. Et ensuite, il s'est passé un truc similaire quand je suis arrivé à 30 ans. Donc, il y a eu le TEDx qui représentait tout ça. Et le fait que j'arrive au Japon cette fois, pareil. Là, cette fois, c'était plus tant un changement de valeur et tout, parce que bon, ça s'était stabilisé, mais c'était mon style de vie. Maintenant, ça y est, je sais, ma boîte, c'est ça. Ma mission, c'est ça. Je sais comment elle fonctionne entre elles. Voilà comment je gagne de l'argent. Le TEDx Talk, c'est ça. C'est quand j'ai résumé toutes ces questions-là qui ont pourri ma vingtaine, quelque part. Ces moments où elles ont toutes trouvé une réponse. Et du coup, je suis arrivé. Maintenant, je vais mettre en place ce style de vie-là directement, tu vois, au lieu de partir dans tous les sens. Okay. Donc, j'ai fait ça 2 fois à des périodes vraiment charnières de ma vie, à 10 ans d'intervalle. Et du coup, avant qu'on enchaîne justement sur cette deuxième partie, explique-moi un petit peu ce monde du voix off. Ouais. Parce que, bon, tu me diras, donc tu disais traduction, doublage. Ouais. Voix off. Ouais, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, alors on disait, j'ai regardé un peu ce qui marchait ou autre, tu vois, c'était un peu décousu. Donc j'avais les cours de français. Après, la boîte a été reprise par une autre. Ils voulaient me payer moins. Moi, j'en avais marre, donc j'ai dit bye. J'ai commencé à faire un peu de traduction. Après, j'ai commencé à me spécialiser dans la traduction pour le multimédia parce que j'ai compris que j'avais cette créativité, cette capacité. Bah, j'ai quand même écrit un roman, on en parlait. Donc cette capacité à rédiger vraiment des choses. Traduire des dialogues, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Donc je me suis un peu spécialisé là-dedans. Et puis en 2016, j'ai eu l'occasion d'enregistrer de la voix off. En fait, c'était un de ces groupes business. Il y avait un gars d'un studio et je discute, ah mais vous bossez dans le son et tout, ouais, studio. Puis d'un coup il me dit, mais attends, t'as dit dans la présentation que t'étais francophone. Nous il nous faudrait des voix françaises. Est-ce que tu sais faire de la voix off? Donc studio. C'était un studio son. Un studio son qui faisait du travail de son pour les trucs. Pour la pub, ouais, pour n'importe quoi. Des ingé sons, tu vois, des trucs comme ça. Il faisait de la voix off aussi. Et en fait, il me disait, il nous faudrait des voix francophones, parce qu'on n'en a pas dans notre base de données, ce que tu sais faire. J'ai dit, bah, moi, c'est un truc qui m'intéressait. Parce que à Annecy, on a le festival d'animation. Quand j'étais enfant, je jouais à des jeux vidéo, je me disais, un truc cool serait quand même d'avoir ma voix sur ces trucs-là. Mais je vais pas, il y a des gens, tu sais, c'est leur rêve, c'est leur passion, c'est leur calling. Moi, c'était pas le cas. C'était un truc fun, c'était sympa. J'avais essayé un petit peu, enregistrer un peu ma voix, tu vois. Puis c'est proche de la musique, tu vois, des trucs comme ça. Donc le gars, je lui dis, bah écoutez, moi j'ai fait de la musique, je connais la production musicale, peut-être qu'on pourrait essayer, tu vois. Et donc il me dit, bah viens au studio, machin. Donc première fois, il me met voilà le micro, la cabine et tout. J'étais tout content, tu vois, c'est super. Le script. Et je fais une première lecture. Et les gars, il me dit, t'as jamais fait ça avant? Première fois, tu vois. Oh bah dis donc. Et il était vraiment impressionné, si tu veux. Et il m'a dit, on va refaire 1 ou 2 prises. Donc non seulement il y avait un peu cette compétence, ce feeling pour le script, mais ensuite la capacité d'écouter des instructions, parce qu'il m'a demandé d'ajuster ceci, cela, je l'ai fait, super content, il me dit on garde ta voix, c'est nickel. Et j'ai eu de la chance parce que juste 1 mois plus tard, il y a un boulot qui est tombé, que j'ai pu enregistrer, si tu veux, en français. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait un seul job pour eux, c'était ce boulot-là. Donc j'aurais pu attendre longtemps, tu vois. Et c'est tombé 1 mois plus tard, donc j'ai eu de la chance. Et puis après, ça a été vraiment très très laborieux parce que j'ai fait quoi? Sur les 2 années suivantes, j'ai peut-être fait deux jobs de plus. J'ai démarché, tu vois, par email à l'arrache les boîtes en Suède, mais bon, dans la ville où j'habitais, il y en avait 3, donc en une journée, j'avais fini. Donc très rapidement, j'ai commencé à viser international, c'est pour ça.
Et puis voilà, de manière très poussive et tout, j'avais pas de démo, j'avais pas de bon micro, j'y connaissais rien, tu vois. Et puis ce qui s'est débloqué en 2018, c'est que j'ai un client à Amsterdam qui m'a contacté en disant est-ce qu'on peut faire un Skype ou enfin un Teams, peu importe. Voilà, on va transférer des voix de notre base de données de réserve sur le site et des voix françaises, enfin francophones, parce qu'on va viser la France. On va commencer à faire un gros push marketing en France et on aimerait avoir ta voix. Et là, ça a tout changé la donne parce que de ce moment-là, ma voix est arrivée sur leur page publique. Et là, j'ai commencé à avoir du boulot toutes les semaines, si tu veux. Ah, parce qu'il fallait à chaque fois. Bah, disons qu'en fait, moi, si tu trouvais un boulot ici, tu trouvais un boulot là, t'envoyais plein d'emails, oui, peut-être, on te garde pas. Mais là, si mon profil était visible, les gens allaient, ils écoutaient. En plus, à l'époque, maintenant ils en ont plus, mais à l'époque, on était peut-être une dizaine max. Donc, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Ils écoutaient ma voix, ils disaient sa voix elle est bien, boum, on lui commande un projet, si tu veux. Ok. Et là, ça commençait à automatiser, quoi. Mais comment est-ce que tu as appris la compétence vraiment de voix? Parce que déjà, toi, moi, le premier épisode, déjà, et la plupart des gens, je te remercie. Déjà, le fait de s'écouter, c'est bizarre. Ouais. Tu vois, déjà, rien que ça, maintenant, je m'en fous. Ça fait partie de mon... Tu t'y habitues, ouais. Oui, alors c'est tout à fait ça. Moi, je sais que les premières fois, j'enregistrais ma voix et quand je lisais en playback, si tu veux, pour corriger, c'était vraiment bizarre. Je dis, ouais, c'est chaud. Pas naturel. Ouais. Bon, tu t'y fais. Maintenant, j'y pense même plus. Après, tu vois, l'année dernière, j'étais guest speaker sur un cours d'une amie à Tokyo. Merci. Et c'est tous les conseils, c'est ça. Mais quels conseils tu peux donner et tout. Et en fait, vu que j'ai zéro formation et que moi j'ai tout fait freelance, enfin freestyle quoi. J'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Et en fait, c'est en comparant à ce que j'ai entendu des coachs dire, en comparant à des points de galère. Quand je vois des débutants qui galèrent, j'ai dit ah d'accord, voilà ce qu'il faut qu'ils apprennent. Et en fait, les conseils que je donne, c'est bon, arriver vraiment à comprendre le script. Quand tu vois le script, tu devrais déjà avoir un ordre d'idée de comment ça devrait sonner, si tu veux. S'il est écrit correctement, ce qui n'est pas toujours le cas. Éventuellement, tu as quelques indications, parce que parfois tu dis, bah, je pourrais être joyeux, je pourrais être un peu plus posé, ils vont te donner d'autres indications, mais tu devrais avoir une vibe, tu vois, déjà, pour le script. Après, prendre des directions, tu vois, la capacité, on te donne une instruction. Là, j'ai fait un jeu récemment, si tu veux, à Tokyo, et le gars, il me disait, ouais... il faut qu'il y ait plus d'énergie, mais il fallait que la voix soit calme et cool. C'était un commentateur de foot, c'est pour le jeu Inazuma 11 qui va sortir là en août. Et c'était un commentateur, et c'était le commentateur avec une voix un peu grave, tu vois. En anglais cool. En anglais. Ok. Parce que c'est un commentateur, le jeu est en anglais, mais un donc en plus, tu commentateur dois transformer ton timbre, tu dois transformer l'énergie. Et c'est de l'acting, c'est presque. Ça, pour le jeu vidéo, enfin, c'est toujours de l'acting, mais plus pour les jeux, pour l'animation, pour les trucs comme ça. Et tu l'as appris où, l'acting? Naturellement? Tu faisais un peu pour rire quand tu étais jeune? Ouais, un petit peu. Ben, tu vois, je te dis, on avait fait des petits films comme ça. Ok. Depuis, j'apprends. C'est ça, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que j'aimerais donner plus de conseils, mais en fait, pour moi, c'est presque inné, quoi. C'est peut-être qu'on retrouve ça à travers le livre, on retrouve ça à travers la musique que j'ai composée, cette sensibilité, je pense. Moi, tu sais, les séries d'animation japonaises, j'ai lu des livres, des romans quand j'étais adolescent, ça avait un impact, c'était formidable. Après, j'étais déprimé, tu sais, quand ça se finissait, j'étais déprimé pendant 2 semaines, quoi. Une sensibilité, tu vois, vraiment, vraiment intense. Et je pense que c'est ça que j'utilise. C'est-à-dire, j'essaie de me dire, ok, lui, il est triste, tu vois. Là, dernièrement, j'ai enregistré, par exemple, c'est pour une entreprise qui fait de la synchronisation labiale. Par exemple, pour les jeux vidéo, tu enregistres la voix, et pour que la mâchoire elle synchronise automatiquement. En fonction de ce que tu dis, ouais. Et donc il y avait une vingtaine de phrases très très courtes, mais c'était joyeux, en colère, colère froide, excité, tu vois, déçu, etc. Donc là, tu avais toutes les panoplies des émotions, si tu veux, pour ça. Et ça, c'est formidable. Moi, je trouve ça, c'est vraiment génial. Et en fait, tu te mets dans le personnage et t'essayes simplement de faire ressortir. Donc, je sais pas si je suis un bon acteur ou pas, mais bon, écoute, les gens m'embauchent, ils me payent, donc bon, ça doit quand même tourner, quoi. Ouais, bah, je pense le timbre de voix, la manière de t'exprimer, puis après, bah, comme tu dis, c'est de faire, quoi. Enfin, je vois tout de suite, quoi. Moi, entre mon premier épisode et puis cet épisode, ouais, il faut te voir. Je pense le plus important pour progresser naturellement de manière autodidacte, c'est vraiment faire et se voir et s'écouter. Ouais. Je pense si tu fais pas ces étapes-là, tu peux, mais il faut que tu arrives encore à juger ta performance. Et moi, j'ai des gens, je leur dis, bah, enregistrez-vous. Le problème, c'est qu'ils sont pas capables de dire si c'est bon ou pas.
Ah ouais, ok. Donc, Bon, si t'es ça c'est capable... encore, ouais. Mais toi et moi, on est des autodidactes, si tu veux. Donc, je pense qu'on a ça, c'est inné. Moi, tu vois, il y a beaucoup de coaching et tout dans le milieu de la voix off parce que c'est très dur, en fait, de vivre que de la voix off, si tu veux. Parce que c'est un milieu, c'est comme l'acting. Euh, c'est très concentré, les gens très connus ont tout. Et sinon, moi, j'ai de la chance, je peux facturer des tarifs professionnels. Donc, je suis un pro, je suis pas dans les petits boulots pourris, tu vois, qui sont en train de se faire bouffer par l'IA. Je suis vraiment dans des boulots de Ouais, pro. ouais, ouais. Mais je suis pas ultra connu, si tu veux. Donc, c'est quand même un petit peu laborieux. Il faut que tu trouves des jobs et tout. Mais ça rentre tous les mois. À peu près 50% de mon revenu, c'est la voix off. 50% c'est la trad, tu vois, ou sous-titrage, Ok. des trucs comme ça. Donc, je suis dans une position qui est bien. Mais tu as très peu de contrôle. C'est-à-dire que par rapport à un business comme le tien, par exemple, j'imagine, l'architecture ou autre, tu fais un bon boulot, les gars sont satisfaits, ils reviennent te voir, quoi. Bon, ils construisent pas des bâtiments tous les 2 jours, j'imagine, mais l'idée, c'est ça, quoi. Ouais, bah, souvent les clients. Ouais, ça, C'est ouais, récurrent. Enfin, je vois ce que tu voilà. veux dire. C'est un client qui peut être récurrent. On va dire, si tu as du bon matos, si tu bosses bien, tu as un bon service client, etc., tu mets quand même toutes les chances de ton côté. Ouais. Si tu veux, c'est jamais garanti à 100%, mais bon, quand même. En voix off, t'as beau faire tout ça, t'as beau être super doué, avoir un super matos et tout, ça garantit rien du tout, parce que la prochaine fois, ils veulent peut-être une voix de femme, parce qu'ils veulent une voix plus âgée, une voix plus vieille. Mais la voix off que moi j'ai toujours en tête, c'est toujours vraiment de l'acteur, tu vois, ou même que c'est de l'animé. Hein. Alors, si t'as pas de chance, entre guillemets, dans le sens où c'est un film et puis voilà, il y a un début et une chute, mais c'est une série. C'est récurrent ou Si pas tu rentres, forcément? ouais, si tu peux rentrer là-dedans, oui, si tu as un personnage là-dedans. Maintenant, le doublage, c'est un truc que j'ai très peu fait parce que le doublage français est fait à Paris et à Bruxelles et à Los Angeles un petit peu. Et moi, j'habite pas dans ces villes-là. Et de toute façon, je veux un business qui soit location independent. Il faut que je puisse enregistrer depuis chez Donc moi. toi, voilà, c'est pour bien comprendre les différentes catégories, parce que moi je viens de comprendre qu'il y en a plusieurs. Donc il y a du doublage. Alors, alors d'un point de vue acting, moi, je fais pas de différence Ok. parce que c'est les mêmes compétences. Si tu veux, c'est les mêmes compétences. La seule différence, c'est que le doublage, il faut que tu arrives à lire dans un temps limité, etc., que tu arrives à coller au gars, donc c'est peut-être un peu plus technique, un peu plus compliqué. Mais en termes d'acting et tout, c'est pareil. Hein. Même quand tu fais une vidéo d'entreprise, tu as un certain ton, une intonation. Et les clients, c'est pour ça que j'ai encore du travail malgré l'IA, les clients, à un moment, ils vont vouloir certains trucs, ils vont vouloir que tu changes des intonations des trucs, tu vois. Donc il y a de l'acting partout, même si c'est peut-être moins évident par rapport à un personnage où c'est Et ça, évident. t'appelles ça comment? La voix off? Ou pas? De la narration, si tu veux, on peut appeler ça de la Donc, narration. le doublage, c'est vraiment voilà, le film américain qu'on double avec personnage A, B, C. Il y a le doublage de la catégorie animée, donc Ouais. une série, je sais pas moi, tu fais je sais pas, un personnage ouais. voilà, d'un animé X, Y, Z. Et les jeux vidéo, ça je pense c'est aussi une grosse... Ouais, alors on pourrait... C'est gros aussi, j'imagine. Ouais, les jeux vidéo, c'est très très gros et c'est en général plutôt bien payé par rapport à l'animation. Parce qu'ils ont aussi beaucoup plus de texte. Ouais, alors ça dépend de ton personnage si tu Ouais. veux, mais puis ces 10 dernières années, ça a pris en importance. Maintenant, c'est des vrais bons comédiens voix qui font les jeux vidéo. Les gros jeux, c'est la même chose que l'animé, c'est la même chose que Hollywood, si tu veux. Quant à ces rôles-là, c'est pareil que les rôles de Hollywood et tout, c'est des trucs vraiment gros. J'irais le doublage, en fait, quand on parle de doublage, on parle de lip sync, c'est-à-dire lip synchronization. C'est ça qui est difficile. Donc quand tu doubles un film américain dans une langue étrangère, il y a un sacré travail. Déjà, il faut que tu adaptes le script et tout, machin. Ensuite, il faut que tu colles au rythme. L'animation est un poil plus simple parce qu'il faut que tu colles aux bouches, mais les bouches, c'est... Ouais, t'as pas les mots. T'as plus de marge, si tu veux. Tu peux gruger un petit peu sur les côtés. Les jeux vidéo, si tu fais la version originale, parce que ça, c'est aussi le truc. Tu pourrais dire c'est du doublage, mais il n'y a pas tout ce problème de lip sync parce qu'en fait, ils vont créer sur ta voix, si tu veux. Après, si tu fais une version étrangère, là, de nouveau, tu es un peu coincé. Il faut que tu colles à ce qui a été fait, quoi, si tu veux. Donc c'est ça. Faut faire la différence entre version originale, même pour l'animation, la première version, où en fait, en général, c'est l'animation, ils font tous les dialogues et ensuite ils créent l'animation sur les dialogues. Hein. Ouais. Alors que quand tu fais dans les langues étrangères, bah non, toute l'animation, elle est là et puis il va falloir que ça colle. Ça, c'est chaud, ok. Mais ça, c'est tout le travail entre la personne qui fait la voix, le producteur, j'imagine, l'ingénieur, si tu veux, s'il y en a un, et l'adaptateur, en fait. L'adaptateur, c'est le gars qui arrive après la traduction et qui ajuste en fait le texte pour que ça rentre, pour qu'il y ait les respirations, pour que les mots soient à peu près de la forme des lèvres. Si tu veux, c'est un sacré métier, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Non, moi, j'en ai jamais fait, mais je suis admiratif. Et après, il y a tout ce monde que tu disais, moi j'appelle ça voix off. Ouais, toute la narration. Toute la narration. Ou t'as plus, on va prendre les e-learning, tu vas prendre les vidéos d'entreprise, tu vas prendre, qu'est-ce qu'il y a, les audio guides, si tu veux. Ok. Mais à nouveau, fondamentalement, au Japon, ils aiment bien faire la différence seiyu, tu vois, voice actor, et puis narrator, narrator.
Moi, pour moi, les compétences, c'est les mêmes. Il y en a un, oui, tu as ce lip sync, Ouais. plus technique. Mais je le vois plus comme un truc technique. T'as cette restriction qui fait que c'est dur à faire chez toi aussi, parce qu'il te faut l'écran, il faut tout le matos. Donc ça, c'est pour ça qu'ils le font dans les studios et que je galère Quand un peu tu à voir. vois l'animé, il y a quelqu'un qui t'aide à, ok, maintenant En général, t'as l'écran. Ouais, voilà. Ouais. l'animé ou le film, Ouais. et tu dois vraiment te mettre dans le Voilà. personnage Ouais. et Et il faut que ça tombe au bon moment, ouais. suivre, Ouais. faire plusieurs Ouais. reprises, etc., Ouais. etc. Mais tu vas prendre la narration, t'as certaines narrations. Tu vois, par exemple, des vidéos d'entreprise où t'as un mec qui est à l'écran et c'est très similaire. Ok. C'est Et presque. c'est pas forcément lui qui parle, en fait. Ouais, ou alors le gars c'est une interview, souvent c'est ça, ils ont fait un entretien, et puis ils veulent rajouter une voix dans une autre langue par-dessus, parce que l'entretien est en allemand, Ça, t'en fais en beaucoup? anglais. T'en fais Pas quelques-uns? très très souvent, mais ça Ok. par exemple je peux le faire, parce que c'est pas du lip sync, c'est juste de la synchronisation. On essaye de s'assurer qu'on commence plus ou moins, et qu'on finit plus ou moins quand le mec parle. Mais là, c'est Euh, pas grave si c'est parce que tu entends aussi la voix de la. Ouais, puis j'ai la vidéo, mais c'est surtout que t'as pas besoin que ça colle aux lèvres, Hmm. vraiment, donc t'as plus de marge. Donc ça, je peux le faire chez moi sur mon studio. C'est vrai que le lip sync, si tu veux, comme t'as dans les films et tout, c'est compliqué. Ok. Euh, Et du coup, le plus gros de ton business par rapport à ça, c'est quelle partie? C'est encore, je pense, alors j'ai un peu quand même morflé avec l'IA, c'était beaucoup les vidéos d'entreprise, parce qu'après ça dépend de ta voix. Ouais. Moi j'ai une voix qui est chaleureuse, amicale, mais qui est aussi professionnelle et fiable. Donc c'est parfait pour les vidéos d'entreprise. Hmm. On veut pas que ce soit trop corporate, tout c'est un peu bizarre, tu vois, on veut que ce soit amical, mais il faut quand même que ce soit pro, quoi. Ok. Donc ça c'est un gros truc que j'ai pas mal. Les e-learning aussi, c'était pas mal, tu vois, où t'expliques des choses comme ça. Dernièrement, j'ai commencé à faire plus d'audio guide. Donc Ok. toujours dans cette vibe, tu vois, un peu fiable et tout. Et puis à côté de ça, j'ai des compétences en personnage, c'est-à-dire je peux faire plein de voix de personnages. J'ai fait des démos, j'ai fait une vidéo YouTube en fait où je montre, où je me suis filmé pour montrer l'acting Mhm. sur 5 voix de personnages différents. Là, le jeu vidéo, bah, c'est ça qu'il voulait, hein, si tu veux. Donc j'ai vraiment ces deux trucs-là. Ma voix normale, c'est vraiment ça, c'est plus les vidéos d'entreprise. Après, parce que ça fait longtemps que je le fais, j'ai fait des pubs aussi, donc je peux avoir cette énergie plus jeune, Ok. tu vois, Ok. pour les jeux, les jouets pour les enfants, tu vois, et tout. Mais j'ai remarqué que je suis plus rarement sélectionné. Quand je fais des auditions dans ce domaine-là, en général, je me fais un peu dégager, pas Mhm. toujours, alors que les voix d'entreprise, ça passe bien, et les voix de personnages, parce que j'ai ce range, si tu veux, cette capacité de faire tout un tas de trucs différents, et puis les émotions dont on parlait, quoi. Et ça, tu le fais en français et en anglais. En français, anglais, C'est pas- suédois aussi techniquement, mais il y a quasiment pas de boulot en suédois, donc français, anglais Ok. surtout. Surtout ces deux. Ouais. Ces deux. Français neutre international. Et anglais, alors soit l'anglais qui a un accent français, si tu veux, il y a des personnages qui veulent ça, soit l'anglais international. Là, le personnage que j'ai fait à Ok. Tokyo, c'était un commentateur européen, donc il parlait en anglais, mais il voulait pas un américain ou un british. Il fallait que ce soit un accent un peu international, on sait pas d'où Hmm. ça vient, tu vois. J'ai eu des boulots comme ça pour Booking.com, par exemple, qui veulent ce côté voyage, tu vois, pour l'Union européenne, tu vois. Ouais. Donc c'est ça, l'anglais que je propose, quoi. Plus international. Ok. Ouais, ou français, quoi. Ou français. Ok. Ouais, c'est vraiment un monde que je trouve passionnant et C'est incroyable. très très fun, mais c'est très frustrant parce que même après des années, même quand t'as plein de clients, moi mes clients, je sais qu'ils sont satisfaits puisqu'ils reviennent. Mais tu vois là, le boulot que j'ai fait à Tokyo, ça fait 5 ans que je suis dans leur base de données. Je les ai contactés très vite depuis que je suis arrivé au Japon. Ils m'ont contacté, ils sont contents, donc c'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème de matériel et tout. Mais pourquoi ils m'ont pas contacté pendant 5 ans, tu vois? Et tu peux pas y faire grand chose. Ouais, puis tu sais pas Tu pourquoi. sais pas pourquoi, parce qu'ils avaient probablement pas les bons jobs, si tu veux, et ça, tu peux rien y faire. Et c'est un sous-traitant à cette C'était un studio d'enregistrement. d'enregistrement. Ouais, Donc, ouais. c'est-à-dire le jeu vidéo, le studio de jeux vidéo a sous-traité à un studio d'enregistrement C'est ça. qui cherche pour lui des Ouais. voix, Ouais. des sous-traitants. Il n'y a pas vraiment de règles. Si tu veux, les très gros studios, ils font ça en interne. DICE, par exemple, qui avait fait les Battlefield et tout, ils faisaient ça Ouais. à Stockholm, dans leur studio à Stockholm, ils avaient le matos. T'en as qui le font, souvent c'est le cas, enfin pour les gros studios, ils vont faire juste la version anglaise, la version originale, Ils qui sous-traitent. sous-traitent la traduction à des Hmm. studios spécialisés, parce que c'est d'autres compétences. Ok. T'en as certains des studios plus petits qui ont en général en interne l'animation, le graphisme, la programmation, mais le parti son, il dit ouais, non, nous, on sous-traite la musique, on sous-traite la voix off, si tu veux. J'étais au Beat Summit de Kyoto, je sais pas si tu connais un salon du jeu vidéo. Non. Ouais, bah c'est en juillet pour les gens que ça intéresse. C'était plus le jeu vidéo indépendant. Et là, j'étais avec une amie compositrice de jeux vidéo pour la musique de jeux vidéo, donc c'était sympa, on regardait. Et malheureusement, bah souvent c'était, on n'a pas de fric, donc il y a pas de voix. Ou alors c'est Jacqueline de la compta qui fait la voix off, si tu veux. Souvent c'était ça, parce que c'était des studios qui sont trop petits. Donc la voix off,
faut que tu trouves un studio qui a quand même eu assez de budget pour commencer. Puis après, ça peut monter très très haut, quoi. Les très très grands jeux, les Final Fantasy, les trucs comme ça, c'est des productions de fous. Mais bon, le problème à nouveau, c'est que souvent ils veulent plus des Américains pour la version anglaise. Ok. Alors je suis en train de regarder pour éventuellement Mais proposer. là, niveau français, ces 5-10 dernières années, les jeux vidéo, Ouais. enfin, je parle des jeux AAA, hein, Ouais, donc ouais. ceux à plusieurs millions. Ouais. Franchement, la qualité des voix françaises, ce sont petit à Non, petit. ils sont très bons, mais c'est, comme je te dis, c'est de la localisation, donc c'est fait à Paris ou à. Ah ouais, Donc c'est moi, plus c'est par rapport à difficile ça. d'y Quoi. accéder, ouais. Mhm. C'est ça qui me frustre. Ma meilleure chance au jour d'aujourd'hui, donc c'est soit les jobs comme ça, là où ils ont voulu faire la version anglaise du jeu au Japon, une partie en tout cas, une partie aux États-Unis, une partie au Japon. Mhm. Sinon, ce serait de proposer le japonais avec un accent français, si tu veux. Ok. Pour l'animation, pour tous ces trucs-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais j'ai Ah. tenté d'enregistrer des démos récemment. Quand j'ai fait écouter, moi, j'arrive pas, tu vois, on parlait d'arriver à s'auto-critiquer. Moi, quand j'écoute le japonais, j'y arrive pas. J'arrive pas à savoir si c'est bon. Et en fait, ils m'ont dit, le problème, c'est que le rythme est pas bon. On a du mal à comprendre ce que tu dis. L'accent, c'est une chose, on s'en fout, c'est ce que tu vends, y a pas de problème. Ouais. Mais tu vois, c'est comme si tu parlais en français et qu'au lieu de dire bonjour, je m'appelle David, tu dirais bonjour, je m'appelle David. Ouais, ok. Tu vois le problème? Donc T'as tous les pas- mots sont là, mais T'as pas capté encore le bon rythme. ouais, les accents sont pas bons et tout. Donc c'est Non, l'accent est bon, mais le rythme est pas. ouais, enfin je veux dire les accents toniques. Ok, là où cet accent-là. Ok. ouais. Ouais, parce que c'est difficile, parce que c'est une langue tellement différente que. Il faut lire les kanji si tu veux. Si t'arrives pas, en fait le problème c'est que si t'arrives pas à comprendre ce que la phrase veut dire, il faut que tu commences déjà par comprendre pour arriver à comprendre et puis après bon le japonais vu que le verbe est placé à la fin et tout, on l'entend dans l'animation, ils ont une manière de couper les mots, de mettre des pauses. Tu vois, le verbe est tout à la fin donc ils peuvent dire toute la phrase et puis ensuite faire une pause et hop le verbe et Ouais. boum tu comprends toute la phrase. Alors dès que tu traduis ça marche plus parce que le verbe est en plein milieu si tu veux. Donc il faut ruser si tu veux. Je le vois même en anglais quand on me demande de faire la version française et anglaise d'une vidéo, je vais avoir la même vibe. Mais tu peux pas avoir exactement la même intonation. Si tu veux, c'est pas possible. Ok. Ok. Et là, il te faut encore un peu plus d'expérience en Là, japonais. Ouais. Donc écoute, peut-être un jour faire carrément de l'animation japonaise en japonais, parce qu'ils le produisent ici. Mais là, pour le moment, je suis un peu coincé. Avec accent français. Avec accent français pour certains personnages, tu vois. Ouais, là, ça va. Je comprends que tu veux aller dans ce domaine-là parce que je pense qu'il va y avoir la demande. Alors, eux, ça... oui et non, parce que la dame que mon ami là-bas à Tokyo, qui fait ça, qui est russe, si tu veux, elle a fallu des années avant qu'on commence à lui demander de faire des personnages avec un accent russe. Et son japonais est parfait. Elle parle même sans accent, d'ailleurs. Ok. Et pendant des années, elle était là à enseigner aux actrices japonaises comment avoir un accent russe, si tu veux. Parce que le Japon, tu sais, ils sont très traditionnels, l'animation pire que tout, très fermée. Moi, je suis pas à Tokyo, j'ai pas de réseau, donc c'est pas une évidence, si tu veux. Mm-hmm. Bon, de toute façon, comme je te dis, j'ai pas les compétences de toute façon pour le moment. Mais même le jour où tu les as, c'est pas une évidence. Parce que c'est un monde, l'animation au Japon, c'est un monde qui est très fermé, c'est pas très très bien payé non plus. Bon, après, t'arrives comme étranger avec un accent spécial et tout, peut-être que ça change, faudra voir. C'est des boulots que j'appelle des boulots de statut, c'est des boulots, même, alors le jeu vidéo ça dépend, parce qu'il y en a qui sont bien payés, mais c'est des boulots qui sont cool pour ton portfolio, pour ta réputation, mais là où il y a de l'argent, c'est la pub. C'est quand tu fais de la pub pour la télé, pour les machins, les budgets explosent, si tu veux, et ça te prend 1 heure de temps, quoi, et tu gagnes plusieurs milliers d'euros, quoi, c'est un truc de fou. Donc... Ok, ça dépend aussi... Ouais, je trouve passionnant. Enfin, je trouve toujours... c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet et c'est un sujet qui est intriguant parce que tu sais que tu en consommes. Bien sûr. Tu sais qu'il y a ça derrière, mais on comprend peu et tu nous expliques un petit peu derrière l'envers du décor. L'envers du décor, derrière le rideau. Vraiment, qu'est-ce qui se passe Et la partie fun, si tu veux, moi j'adore. Quand là j'avais le personnage à faire et que t'as le directeur il me faisait jouer il jouait le commentaire d'un autre gars parce qu'il y a 2 commentateurs, c'est du football et tout. Et en fait le gars commente et moi je réagis. Donc il m'a dit, on avait, tu vas pratiquer un petit peu, il me dit le personnage dans un petit peu plus d'énergie, qui est un petit peu plus grave, un petit machin. Ok, ça y est, on l'a. Bon, maintenant on va commencer à enregistrer. Et il me joue le truc, moi je réponds avec ce personnage-là, et puis après il me dit ouais, il me faudrait un petit peu plus. Et ça c'est le truc de la voix off aussi, c'est que des fois ils vont te dire des trucs. Là par exemple c'était, il faut qu'il y ait plus d'énergie, mais par contre il faut qu'il soit calme. Tu vois, tu dis d'accord. Ah ouais. Comment je vais faire ça ouais. Ou alors il faut que tu parles plus vite, mais il faut que ce soit la même durée. Et ça c'est en permanence. Et en fait, faut que tu arrives à. C'est là que tu as besoin en fait de ce côté émotionnel. Faut que tu arrives à comprendre ce qu'il a en tête. Lui, il utilise des mots. Tu sais, c'est la partie gauche et droite du cerveau. Lui, il a une image en tête et il l'exprime comme il peut. Et toi, en fait, faut que tu arrives à comprendre derrière ces mots-là qu'est-ce qu'il essaye de voir. Tu vois.
Et si tu arrives à faire ça, donc c'est pas juste tes compétences en acting et tout, c'est ta capacité à écouter et à t'adapter, parce qu'il y a des gens, ils font un personnage très bien, mais ils font que ça, quoi. Ouais. Et ils arrivent pas à s'adapter. Les Simpsons. Ouais, voilà, ouais. Et alors, ils sont très doués, si tu veux. Mais t'as des gens, c'est ça. Ils ont un personnage, c'est comment tu dis, le monkey, je sais plus quoi, enfin, ils savent faire un tour, très bien. Mais par contre, quand tu leur demandes d'adapter, c'est toujours le même ton, c'est toujours le même. Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé d'enregistrer des amis. On cherchait un Britannique. J'avais un ami qui était britannique. Je lui fais OK, est-ce que tu peux enregistrer? Il enregistre. Bon, ça manque un peu d'énergie, c'est normal, c'est pas un pro. Je lui dis OK, il me faut un peu plus d'énergie, tu vois. Et puis un peu plus de truc. Il refait la même prise, quoi. Je fais, non, mais un peu plus d'énergie, un peu plus. Ça rentrait pas, quoi. Bah, c'est chaud, hein. C'est un métier, quoi. Et je m'en suis rendu compte. En commençant à en faire un peu des vidéos pour YouTube, et c'est là que tu vois que les YouTubeurs, pour ça, ils sont forts. Ouais. Parce que là, tu as vraiment une courbe d'apprentissage énorme. Ouais. Parce que vu que tu fais du fast cam, tu te juges là direct. Où tu dis, ah voilà, ta vidéo, elle est chiante. Ouais. Ok, on recommence. Et puis là, ok, bon, ça va encore, mais l'énergie, elle n'est pas encore là. Et tu vois que c'est chaud, quoi. C'est le métier d'acteur, voix off. Il y en a qui disent que parce qu'acteur voix off, c'est similaire, si tu veux. Alors, acteur, moi, que j'en ai fait un petit peu là, en arrivant au Japon, j'ai trouvé ça difficile parce que tout d'un coup, il faut que je réfléchisse à ce que je fais de mes mains, à ce que je fais de mes yeux, mon truc, alors qu'en voix off, pas besoin. Il y en a d'autres, ils disent c'est l'inverse. Par exemple, quand t'es triste ou quand t'es énervé, la voix off, t'as que ta voix. C'est-à-dire, tu peux pas secouer tes mains dans tous les sens, tu vois, ou te taper sur le front, ou froncer les sourcils. Non. Tout doit passer par ta voix, si tu veux. Moi, vu que je viens de ce milieu-là, je trouve ça plus simple. Quand je passe devant la caméra, je fais punaise, il y a trop de trucs. Ça bug. Ouais. Du coup, la voix va être bonne, si tu veux, mais après, tu auras peut-être un visage qui est trop inexpressif, tu veux, des trucs comme ça. Donc, il faut que je fasse gaffe, quoi. Bah, c'est là que tu vois que les deux sont importants. Et cette synchronisation des deux fait que les vidéos YouTube d'un bon YouTuber, c'est chaud, quoi. Enfin, après, YouTube, c'est aussi c'est particulier. Ça dépend du type de YouTube que tu fais. C'est un truc beaucoup plus posé, tu vois. Aussi. Mais même si tu fais quelque chose, même si j'essaie de faire quelque chose de plus, comment dire, plutôt dans l'apprentissage ou du learning public, tu vois, apprendre avec la communauté, de faire plutôt quelque chose de partage et quand même mais posé. Tu sens que si tu mets pas l'énergie, c'est chiant. Bien sûr. Non, mais absolument. Donc c'est chiant pour si pour toi-même tu penses la vidéo elle est pas assez dynamique, c'est mal barré. C'est mal barré, quoi. Mais après voilà, je comprends ce que tu veux dire. Il y a l'autre extrême. Et moi ça je veux pas aller là-dedans. Ça part dans tous les sens. C'est le kawaii. Hello, super. Salut les amis youtubeurs, ça va. Ça je veux pas faire. Ça m'intéresse pas. Mais il y en a qui le font hyper bien, quoi. Tu vois, quand je te parlais de tout le type de narration, c'est une forme d'acting, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais une vidéo d'entreprise, pareil, tu vas pas partir dans tous les sens par rapport à un personnage, mais tu dois projeter ta voix, ce que je ne fais pas à l'heure actuelle. T'as quand même une intonation, un truc, c'est ce que tu dis. C'est pareil, quand t'es devant la caméra, c'est naturel, mais en fait, c'est du fake. C'est-à-dire, tu dois acting naturel, si tu veux. Si vraiment t'es 100% naturel, t'es un peu plus avachi, si tu veux, ta voix, c'est pas ça. Donc c'est un type d'acting, si tu veux. C'est pour ça que la narration, le truc, on a l'impression que c'est naturel, et moi ça m'est arrivé avec des clients, quand ils m'ont entendu, je me souviens, un client suédois, justement, enfin le client était britannique, mais les clients finaux étaient suédois, si tu veux. Et on se met autour, et ils étaient ils faisaient un peu la tête au début, et je pense que c'était le budget qui les avait un petit peu, plusieurs centaines d'euros pour un gars qui enregistre sa voix, c'est quoi ce délire? Et en fait, quand j'ai commencé à parler, j'ai vu leur visage s'éclairer. Parce que tout d'un coup, c'est une vidéo d'entreprise. Donc ils se disent, n'importe qui peut le faire. Mais quand toi, tu commences, ils ont vu dans leur tête, en fait, toute la vidéo prendre vie. Ils avaient la musique, le machin, et tout d'un coup, boum, et ça, il y a tout le message, si tu veux. La vibe et tout prenait vie, alors que je parlais. Et je me souviens de la dame, à la fin, elle m'a dit, mais quand tu parles, quand tu enregistres ta voix, c'est différent. Et j'ai dit, bah voilà, c'est ça. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est naturel, mais c'est pas vrai, quoi. C'est ça qui est, mais c'est quand t'es vraiment débutant, comme je suis, c'est bizarre. Parce que, comme tu dis, en fait, mais ça, j'avais entendu une copine actrice qui m'a raconté ça, que tu devais, un peu, à l'extrême, c'est le théâtre. Tu dois tout exagérer. C'est vrai. Et, mais par contre, à l'écran, ça se perçoit un ou deux tons en dessous de l'exagération que Toi, t'as l'impression d'en faire des caisses. Et en fait, tu dis, non, en fait, non, ça. Et puis, surtout, c'est pas qu'une impression, je pense. Si tu vivais comme ça
ce serait bizarre. Ouais, non, t'as pas ça, ouais. Ça serait quand même un peu chelou, quoi. Bonjour, alors, comment allons-nous? En permanence, mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu vois ce que je veux dire? Même on est aussi dans la gestuelle. Il disait aussi dans l'acteur, mais vraiment aussi dans la gestuelle, la manière de faire. Ouais, voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre. Bah, le théâtre, c'est très formateur, hein, parce que tu dois projeter ta voix, si tu veux, il n'y a pas de deuxième prise. T'as le corps, t'as l'articulation, tu dois mémoriser le texte, c'est un truc de fou, hein, le théâtre, c'est voilà. Ouais. Bah ouais, j'ai toujours eu, à l'école, j'ai toujours détesté ça. Ah ouais, c'était... Ah, je peux comprendre. Mais au niveau de l'acting, si tu veux, moi, j'ai mon script, si tu veux, j'ai pas besoin de le mémoriser. Je me plante, je refais une prise, je coupe le mot qui me plaît pas. Bon, sur le cinéma et tout, c'est un peu similaire. Bon, il y a des prises, tu les refais pas, si tu veux, suivant le budget. Mais le théâtre, t'as pas, hein. Le théâtre, c'est sans filet, quoi. C'est sans filet, puis ça doit vraiment... Ah ouais. L'énergie, elle doit être là, quoi. Ah ouais, parce que t'as toute la salle, bon, parfois ils ont des micros, mais souvent non, quoi. Moi, je suis admiratif, hein, c'est tout. Je crois que c'est le niveau je pense, plus élevé dans l'acting, parce que comme tu dis, tu peux pas tricher. Non. Puis il n'y a pas de 2, 3, 4, 5 reprises. Dans un film, ils t'en font 2, 3, 4 avec des caméras. La meilleure, tu vois. Ouais, puis tu as des caméras positionnées différemment. Donc après, ils coupent au montage. Ouais, bon, c'est cette prise-là la plus intéressante ici. T'as arrêté un peu là, tu changes la caméra. Non, mais c'est ça. Comme la photographie, en fait, finalement. Ils prennent 250 000 photos, puis ensuite ils prennent les meilleures. C'est ça. Donc c'est vrai que de ce côté-là. Mais ouais, moi ça m'intéresse. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on en a pour jusqu'à. Je vais continuer un peu à explorer. Ça, on est en train de regarder pour. J'aimerais faire des vidéos pour introduire des biens immobiliers prestigieux ou haut de gamme. Ouais. Mais là aussi, tu vois, d'apprendre de l'acting, de comment présenter de manière élégante, pas kawaii. Ouais. Non, faut que ce soit professionnel. Voilà, ou posé, mais que tu aies une voix qui donne envie d'acheter le bien, ou qui donne envie d'acheter ce mobilier ou cette expérience, ce design. C'est, je sais pas. Il faut regarder le jour où tu as des vidéos et tout, voir si... Alors, si tu veux ta voix et pas la mienne, c'est pas un problème, si tu veux, mais éventuellement, je peux te donner 2-3 conseils sur comment qu'est-ce que tu pourrais ajuster, parce que parfois c'est difficile de savoir le problème c'est quoi. Tu sens que ça va pas, mais quel est le problème? Bon, après c'est de faire. Moi je sais aussi, je sais pas, c'était le plus gros youtubeur MrBeast, il disait, moi j'ai pas de conseil à donner, fais d'abord tes 100 premières vidéos et améliore chaque vidéo à partir de la 100e. Ouais. J'ai dit, ah ouais, ok. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, ok, on va essayer d'en faire déjà. C'est un peu ça, ouais. Il a pas tort. Si t'es toujours mauvais à la 200e, bon, là, peut-être. Toi, peut-être changer de job. Peut-être moment, t'as peut-être foiré ta. Enfin, ok. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous l'avons fait exceptionnellement en 2 parties et je vous invite à aller voir la deuxième partie qui concerne plus la partie business et comment David il aide les entrepreneurs à créer leur société et à comprendre comment ça fonctionne au Japon, notamment avec le système de visa. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à vos amis, vos collègues, votre famille, et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci, ciao!